On y est. Merci. Au nom de la Fédération, bonjour, je vais me présenter, Jean-Louis Vallée, je suis le président de la Fédération Histoire Québec. Au nom de la Fédération Histoire Québec et de l'Association des propriétaires des maisons anciennes du Québec, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est principalement parce que les différents médias ont rendu public les inquiétudes du monde du patrimoine bâti concernant l'assurabilité du patrimoine. Depuis de nombreuses années, l'inquiétude quant à l'assurabilité du bâti ancien gagnait les propriétaires des maisons anciennes classées ou citées, puis les propriétaires d'édifices datant d'avant les années 1940. Le 17 janvier dernier, l'émission Enquête de Radio-Canada faisait connaître à la population ce que vivent les propriétaires des maisons anciennes quand il est question d'assurer leurs biens. Dans le Bas-Saint-Laurent, le journal Le Placoteux faisait état de difficultés pour le propriétaire de la première école d'agriculture située à la Pocatière d'assurer sa maison. Pour notre part, la Fédération Histoire Québec s'associe à l'Association des propriétaires des maisons anciennes du Québec, la PMAC, afin d'interpeller les ministres de la Culture, des Communications, des Finances, mais aussi celles des Affaires municipales et de l'Habitation, afin d'accélérer leur démarche pour trouver des solutions à ce problème. Avant de débuter la table ronde, j'aimerais vous présenter deux cas types. Le premier cas est justement celui de la première école d'agriculture de la Pocatière. Cet édifice, construit en 1859, est depuis de très nombreuses années une résidence. Vendu l'an dernier au nouvel urbaniste de la ville, de la municipalité de la Pocatière, il a cherché à assurer sa nouvelle acquisition dont il est propriétaire occupant. Ces recherches l'ont amené à avoir des soumissions d'assurance, qui, vous allez faire peut-être le saut si vous n'avez pas vu l'article, allant de 12 000 à 25 000 $ par année, alors que l'ancienne propriétaire payait déjà la somme importante de 4 000 $. Après avoir enlevé tout ce qui pouvait l'être, d'avoir rabaissé la valeur assurable, il a réussi à diminuer le montant à 8 000 $. Vous voyez que c'est quand même assez difficile pour quelqu'un de pouvoir payer là, les assurances à ce prix-là. Le deuxième cas est celui du site historique national de Passepébiac en Gaspésie. Ce site est membre de la Fédération Histoire Québec. Pour ce musée, le coût des assurances est passé en 7 ans de 8 000 à 26 000 $. Si l'augmentation est difficile à assumer par un propriétaire, cela l'est d'autant plus pour un OBNL qui ne peut hausser ses droits d'entrée sans diminuer son achalandage. Ces deux cas démontrent l'importance que la Fédération Histoire Québec a pour aider dans leur démarche les membres comme l'APMAC et le site historique national de Passepébiac. La Fédération Histoire Québec regroupe et soutient 325 organismes membres, sociétés d'histoire, musées, centres d'archives, associations citoyennes, des OBNL très souvent bénévoles, partout au Québec, très actifs et engagés dans l'éducation populaire et l'action citoyenne en histoire et patrimoine. Autant dire que ces enjeux nous inquiètent et rendent la rencontre d'aujourd'hui très précieuse. Avant de laisser la parole à nos panélistes, je voudrais vous indiquer le déroulement de la rencontre. Dans un premier temps, j'ai invité M. Clément Locard, président du Comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec, à présenter le cas des villes et MRC qui refusent d'utiliser des outils juridiques comme la citation et l'inventaire patrimonial pour protéger le patrimoine bâti. M. Locard, vous aurez 5 minutes pour expliquer votre propos. Ensuite, j'inviterai l'APMAC, probablement Mme Noémie Nadeau, je ne vois pas les noms, c'est pour ça, je suis désolé, à nous présenter les efforts faits par cet organisme membre de la Fédération Histoire Québec afin de faire avancer le dossier de l'assurabilité de ses membres. Vous avez 12 minutes pour expliquer vos choses. On pourra en prendre un petit peu plus si vous voulez. Ensuite, j'inviterai les autres intervenants à nous expliquer leur situation. Chacun aura 2 minutes pour son exposé. Viendra ensuite la période de discussion et de questions. Si ça va à tout le monde, je vais laisser la parole à M. Clément Locard, porte-parole de la Fédération Histoire Québec. Bonjour, donc je suis président du Comité du patrimoine et le comité appuie toutes ces sociétés membres là, qui sont actuellement au nombre de plus de 300 dans leur démarche diverses en vue de la protection du patrimoine. C'est donc dans ce contexte que nous appuyons l'APMAC dans ses nombreuses démarches depuis plusieurs années pour tenter de régler les problèmes là, qui sont rencontrés par leurs propriétaires et les propriétaires de maisons anciennes en général. Alors, nous avons donc produit une lettre à l'adresse de 3 ministères, comme le mentionnait Jean-Louis Vallée, car nous croyons que le besoin d'une intervention interministérielle pour régler ce problème-là très grave pour tout le patrimoine bâti au Québec là, dans les meilleurs délais. Il faut savoir que les problèmes qu'on vit actuellement ne sont pas vraiment nouveaux. Dès la création d'APMAC en 1980, il y avait déjà eu des
ça avait déjà été évoqué. Ça concernait plutôt à ce moment-là le type d'assurance pour le bâti ancien. En 2002, il y a eu une étude de la Commission des biens culturels sur le sujet. Par la suite, il y a eu une étude en collaboration avec l'APMAC du Cégep de Sainte-Foy. Et puis, il y a eu un projet qui a été élaboré par la firme Dale Paradiso avec la collaboration de l'APMAC, qui a été amorcé en 2011, puis mis en place finalement en 2014 et puis aboli en 2020. Et là, le problème a atteint son paroxysme là, récemment, alors que la ville de Belleuil, qui avait cité plusieurs maisons, ça a soulevé un tollé parmi la population parce que les problèmes reliés aux assurances là, allaient à l'encontre là, de leur capacité de payer et puis de leur intérêt pour le bâti ancien malgré tout. Alors, le problème qui concernait d'abord les maisons classées s'étend actuellement à tout le bâti ancien, c'est-à-dire les maisons classées, citées ou même inventoriées. Alors, la conséquence de ça, bien, c'est la dévalorisation du patrimoine dans notre société, et alors que les municipalités commençaient à s'engager dans des projets de citation, là, encouragés par le gouvernement à le faire. Bien là, tous ces efforts-là sont anéantis par le problème des assurances. Moi, le premier cas dont j'ai été témoin, c'est un propriétaire de maison ancienne qui m'a appelé le 30 décembre 2018 parce que son assureur l'avait avisé dans la semaine entre Noël et le 1er de l'an qu'il n'assurait plus sa maison au moment du renouvellement le 1er janvier suivant. Alors, ce propriétaire dévasté se demandait quoi faire et je pense qu'il avait obtenu finalement une assurance temporaire d'une compagnie ontarienne à l'époque, en 2018. Mais le problème, là, s'est généralisé par la suite. Alors voilà, je vais laisser la place à Noémie qui a été impliquée dans ce dossier-là depuis quelques années et qui connaît très bien. Alors, merci. Merci, Clément. Madame Nadeau, à votre tour, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. Merci de nous recevoir. Merci Clément pour la présentation. Je suis donc directrice générale de l'APMAC, des Amis propriétaires de maisons anciennes du Québec. Et je suis accompagnée aussi de Claude Michaud, qui est responsable du comité des assurances à l'APMAC. Donc, Claude, n'hésite pas à intervenir, à compléter ce que je dirais. Donc, effectivement, comme le disait Clément, l'APMAC est dans le dossier depuis les années 80, mais on a eu une augmentation là, des contacts par des membres et des non-membres, par des propriétaires, en fait, de maisons et de bâtiments anciens, pas seulement les maisons. Je dirais qu'on a un petit peu élargi notre expertise. Pour se concentrer sur ce qui se passe en ce moment, donc on a fait énormément de démarches auprès du ministère de la Culture et des Communications, auprès du Bureau d'assurance du Canada, qui est un bureau qui regroupe, qui représente des assureurs, mais qui n'a rien de coercitif. C'est vraiment à la bonne volonté des assureurs. C'est comme un lieu de rencontre et d'échange avec les assureurs. Donc, on est en communication avec eux aussi. Avec des municipalités, évidemment, avec des propriétaires, comme je l'ai dit, avec des assureurs qu'on a contactés directement pour aller comprendre leur perspective, comprendre je vais dire, leurs préjugés envers le patrimoine, puis vraiment avoir leur façon d'aborder donc une soumission, une souscription là, quand c'est le cas d'une maison ancienne. On travaille aussi avec un courtier assureur, Patrick Toupin, qui nous éduque et qui nous soutient, qui, eux aussi, de leur côté, sont allés là, frapper à la porte de plusieurs assureurs. On est aussi en relation avec la Fiducie nationale du Canada. Et là, je vais arrêter parce que vous aurez compris que le problème des assurances va vraiment au-delà de la maison ancienne pour nous, puis au-delà même des frontières du Québec. C'est sûr qu'en Europe, ils n'ont pas ce problème-là, disons-le, mais à travers l'Amérique, c'est un problème qui est fréquent et qui revient régulièrement. Actuellement, je ne vais pas m'attarder sur les cas spécifiques, mais on remarque que l'assureur, en fait, ils appellent ça, ils disent qu'on est dans un marché dur, donc ils viennent resserrer leurs règles de souscription.
Les règles de souscription, c'est quand vous appelez, est-ce que l'assureur va décider de couvrir le risque ou pas? Donc, en ce moment, il les resserre et il limite le plus possible les risques de leur portefeuille. Donc, la maison ancienne, ben, elle est atypique, puis elle est plus difficile selon leur point de vue à couvrir. Elle ne correspond pas à un formulaire. donc, il faut un petit peu l'expliquer et être plus précis là, quand vient le temps de souscrire à une police d'assurance. Ça prend un petit peu plus de temps et d'attention. Donc, ça fait en sorte que ce qui se produit dernièrement, c'est que la date de construction est suffisante en fait pour que les propriétés soient complètement exclues d'une couverture d'assurance ou que ça vienne ajouter un facteur gonflant là, le coût de la prime. Parce qu'ils évaluent que le risque est plus élevé, étant donné qu'en fait, ils en ont une moins bonne connaissance. Donc là, on a vraiment constaté que les préjugés au niveau du patrimoine, c'est plus long, c'est plus compliqué, puis ça coûte plus cher. C'est ce qu'on entend généralement, probablement là, parmi vous, ceux qui gèrent des sites patrimoniaux ou ceux qui ont des maisons patrimoniales le savent. C'est fréquent, c'est le discours commun autour du bâti ancien. C'est compliqué, ça coûte plus cher. Donc, les assureurs ne sont pas différents. Hein? Ils n'ont pas vraiment une éducation spécifique là, par rapport à l'assurabilité d'une maison ancienne ou d'une propriété ancienne. Donc, ils viennent répéter ça puis l'inscrire dans leurs règles de souscription. Ce qu'on demande, donc, c'est une révision des règles de souscription qui soit plus adaptée aux maisons anciennes, aux bâtis patrimoniales, donc qui prennent en considération vraiment les spécificités et le risque. On ne nous a pas démontré que le risque était réellement plus grand. On a le sentiment que c'est un préjugé. Personne ne nous a donné de statistiques, de données sur une fréquence ou un coût plus élevé, par exemple. Donc, on vient calculer un coût de reconstruction qui est souvent gonflé à notre avis en pensant que tout le monde, dès que la propriété est construite avant 1940, a des règles contraignantes quant à la reconstruction, autant de l'intérieur que de l'extérieur d'ailleurs. Comme si tous les propriétaires voulaient avoir une reconstruction à l'identique ou à l'ancienne et comme si chaque municipalité venait l'exiger, alors qu'on sait très bien qu'on peut souvent remplacer des fenêtres anciennes par des fenêtres nouvelles. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais quelqu'un pourrait accepter ça. Quelqu'un pourrait aussi décider de ne pas reconstruire sa maison ancienne telle qu'à l'origine, mais simplement de déménager dans une vraie nouvelle maison ancienne, si on veut, au lieu de reconstruire une fausse vieille maison ancienne. Donc, c'est un peu ce qu'on observe. Donc, on cherche à avoir une prime qui est basée sur le risque réel et non pas un risque évalué, selon nous, avec des biais. Puis à avoir des règles de souscription qui sont plus réalistes et qui ne sont pas basées uniquement sur une date de construction. Est-ce que j'ai pris mon 12 minutes ou est-ce qu'il m'en reste? Oui, il vous en reste plusieurs même. Ah oui! Oui, oui. Prenez le temps, il n'y a pas de problème, je pense que tout le monde va vouloir. Parfait. Question, je ne sais pas comment la voir pour l'instant. Oui, est-ce que Michel, voulez-vous poser une question oui, à bonjour. Mme Nadeau? Oui, bonjour. Merci, Mme Nadeau. Extrêmement intéressant. Les deux mots, je suis tellement d'accord avec vous sur deux mots, les préjugés et la méconnaissance. Vous dites la connaissance, mais la méconnaissance et les préjugés qui sont dans la société, on dirait qu'ils sont rentrés dans les bureaux des compagnies d'assurance au même niveau, puis c'est pas plus même, là, parce qu'ils assurent. Ma question, en fait, c'est que je suis content d'entendre aujourd'hui par votre conférence, puis bravo aussi pour l'idée de la conférence, là, tout ça. Pourquoi en Europe, puis l'Amérique, tu sais, les compagnies d'assurance, c'est des multinationales maintenant, là. Donc, ils savent ça. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, ils ont moins de problèmes ou peu de problèmes par rapport à ici? Est-ce qu'on sait des informations là-dessus? Excellente question. J'en ai peu parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, de se pencher sur la question. Il y a une question de quantité, de marché. Ici, quand
quand on indique aux assureurs ou au BAC, quand on leur a nommé que c'est un marché de 350 à 400 000 propriétés, ils ont été surpris. Donc, alors qu'évidemment qu'en Europe, on a un marché beaucoup plus vaste pour l'ancien. On n'a, je pense, pas les mêmes préjugés, pas les mêmes attentes non plus face au bâti puis à la construction. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais non, je n'ai pas de réponse très, très étayée, malheureusement. Je vais faire juste une chose. Là, je vois que les mains sont mises à s'allumer. Là. On va finir les exposés et après ça, là, je vais reprendre les droits de parole, là, les gens qui ont levé la main. Puis, s'il vous plaît, j'ai plusieurs personnes qui s'appellent utilisateurs, donc j'aimerais ça vous avoir vos noms pour vous être certain que les personnes aient le bon nom. Fait que, Madame Nadeau, je vous laisse terminer votre temps, puis tout ça, et après ça, on passera aux autres gens qui vont intervenir. Puis après ça, il y aura une période, faites-vous-en pas, vous allez avoir tous une période là, pour poser vos questions et mettre vos commentaires. Merci beaucoup. Je poursuis peut-être je ne me suis pas attardée là-dessus, mais sur la menace pour le patrimoine bâti, c'est-à-dire ce qu'on observe, c'est que, bien évidemment, quand on a moins de budget, quand on consacre plus de notre budget à l'assurance, on en consacre moins à l'entretien, à la restauration, à la mise en valeur, par exemple. Donc, ça, c'est sûr que c'est un premier enjeu, c'est une première menace. Mais un des éléments qui est vraiment important, puis le cas de figure dont Clément parlait, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète une propriété, puis dans le transfert de propriétaire, la prime d'assurance est absolument gonflée, alors que nous, on a l'impression qu'on assure une propriété, le risque associé à une propriété, mais en réalité, on assure le risque autant d'un propriétaire que de la propriété. Puis le changement de la transition dans l'acheteur, c'est une occasion pour réévaluer en fait la propriété puis son risque réel, ce que nous, on voudrait que ce soit son risque réel, mais aussi le changement de propriétaire. Donc, et malheureusement, il y a des propriétés qui ne trouvent pas d'acheteurs ou il y a des acheteurs qui vont se tourner vers des maisons plus récentes au lieu d'acheter une maison ancienne ou une propriété ancienne parce que la première chose qu'ils ont à faire, c'est de magasiner une assurance puis que dès cette première étape, avant même d'avoir acquis la propriété, ils se font dire « Oh, ça va être plus compliqué et ça va coûter beaucoup plus cher. » Donc là, ceux qui sont plus sensibles à ce qu'ils ont entendu, bien, ils vont peut-être se freiner puis justement se tourner vers une propriété qui est plus récente et donc acheter moins. Puis on va en perdre des maisons qui ne vont pas trouver d'acheteurs simplement parce que les assureurs refusent de couvrir. L'autre chose aussi à laquelle je veux qu'on fasse attention, c'est que on ne peut pas comparer une assurance à une autre. Hein. C'est un produit qui est vraiment unique. La négociation avec un courtier puis avec des assureurs directs est aussi très, très importante. Tout le monde n'est pas prêt à couvrir le même risque, puis il faut vraiment évaluer son propre risque, sa propre capacité à absorber un risque, puis celui de sa maison aussi, puis le négocier avec son assureur. Puis ça, on a moins tendance à faire ça. On prend un peu pour acquis que ça ne se négocie pas, que c'est des ententes qui sont très, très rigides, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, dépendamment de l'assureur puis du courtier avec lequel on travaille. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder ces propriétés-là accessibles à tous. Ce que je pense les municipalités souhaitent profondément, c'est vraiment le mouvement qu'ils ont entamé en se tournant justement puis en adoptant des résolutions, ce qu'on apprécie beaucoup. Donc, en soulevant le problème, les municipalités veulent classer, veulent citer, veulent protéger leur patrimoine, veulent soutenir les citoyens dans ces démarches-là. Le ministère le souhaite aussi, d'ailleurs, avec ses sites classés ou ses maisons classées. Mais c'est effectivement un frein parce que si on voit que ça va être un enjeu pour l'assurance, il faut à la fois éduquer aussi le propriétaire, éduquer le professionnel en assurance, puis que toute l'information circule de façon fluide et correcte. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que l'APMAC, sur lequel on travaille beaucoup, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous en partageant l'information. Claude, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on est complet? Je pense que vous êtes complète. Je vous remercie beaucoup. C'est très instructif. On a vu un peu que
avec ce que vous nous avez dit, que ça fait quand même plusieurs années que la PMAC travaille sur le sujet, que vous êtes vraiment là, à même de voir les différents problèmes qui se posent pour les propriétaires de maisons anciennes lorsqu'il vient le temps de s'assurer. Je vous remercie énormément. Je vais juste ajouter Oui, allez-y, rapidement, oui. il y a plus d'informations sur notre site Internet. Évidemment, se joindre à la PMAC, ça nous soutient dans notre mission, puis ça nous soutient dans nos messages pour aller porter le message des assurances aux autorités nécessaires. Et sans se joindre nécessairement comme membre à la PMAC, si vous allez sur le site Internet, vous pouvez vous abonner à l'infolettre. On informe évidemment les gens là, qui sont abonnés à l'infolettre du dossier des assurances de façon le plus régulière possible. On a les résultats de notre sondage qui va sortir très, très prochainement. Donc, c'est un sondage qu'on a mené. On a eu plus de 750 répondants. Voir les résultats, ça parle énormément là, des enjeux actuels. Ce que je peux vous suggérer, Mme Nadeau, aussi, ce serait peut-être de mettre votre adresse du site Internet sur la discussion, le chat. Là. Ça Absolument. pourrait permettre à ceux qui sont capables d'y accéder là, de pouvoir l'utiliser. Oui, je vous remercie beaucoup. Je demanderai à M. Jean-François Blanchette, président de la Société québécoise d'ethnologie, de nous exposer un peu son contenu. Et je vous rappelle que vous avez 3 minutes pour présenter votre point de vue. On n'avait pas négocié 5. Ceci étant dit, vous m'entendez? C'est bien? Oui. Oui, alors écoutez, je représente aujourd'hui la Société québécoise d'ethnologie, mais également la Société du domaine Médard-Bourgault. Médard-Bourgault, plusieurs d'entre vous sans doute le connaissez, c'était le sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli, d'où origine tout ce mouvement de sculpteurs. Ils ont formé au cours du siècle dernier plusieurs centaines de sculpteurs sur bois qui ont vécu de ça et plusieurs autres centaines qui ont travaillé dans les ateliers de sculpture. Alors, Médard-Bourgault est décédé en 1967. C'est son fils, André Médard, qui habite présentement la maison. Il est propriétaire de cette maison et la Société du domaine Médard-Bourgault, elle, est responsable de faire la promotion de l'œuvre de Médard-Bourgault et de ses héritiers spirituels, évidemment. En 2017, la Société québécoise d'ethnologie, parce qu'on a un programme de valorisation de porteurs de tradition, en 2017, notre projet était d'aider les sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli à être reconnus chez eux et dans ce programme de valorisation. Et avec la municipalité, on a travaillé donc à la citation du domaine Médard-Bourgault qui inclut la maison de Médard-Bourgault qui est occupée aujourd'hui par son fils, mais de même qu'un atelier près du fleuve et 2 chalets que la famille avait sur le bord du fleuve. C'est une famille de 16 enfants, alors il fallait qu'ils aient des endroits là, pour... c'est une petite maison. La maison de Médard-Bourgault est décorée de sculptures de Médard. Alors, les lambris de 2 pièces de la maison représentent l'histoire d'une civilisation, la civilisation québécoise, en même temps qu'évidemment l'histoire de la famille de Médard. Et jusqu'en 2017, donc, André Médard était capable d'assurer sa maison et 2 ans plus tard, après la citation par les municipalités, la compagnie d'assurance a désisté en raison du risque trop grand d'assurer une maison semblable. Alors là, évidemment, nous, les membres du domaine Médard-Bourgault et les autres amis d'André Médard, on a parlé à peu près à tout ce qui bouge dans le domaine des assurances. Et puis, tout le monde... Sauf dernièrement, une compagnie a offert un prix faramineux, là, qu'évidemment qu'André Médard ne peut pas se payer plus que 10 000 là, pour assurer cette maison, sans l'inclusion des sculptures qui font partie intègre de la maison. Donc, dans la soumission de cette dernière compagnie d'assurance, c'était même exclu. Alors, vous comprendrez le désarroi d'André Médard, évidemment, et de moi comme président de la Société québécoise d'ethnologie et de nos membres que là, on ne peut plus s'intéresser à la sauvegarde du patrimoine architectural parce que dès qu'on s'y intéresse, les compagnies d'assurance vont prendre la frousse. Voilà. Monsieur, vous aviez encore bien du temps. J'ai encore bien du temps, mais je peux peser sur le bouton des Bourgault d'Amérique. Je peux vous parler longtemps, mais c'est ce que j'avais à dire. Vous comprendrez qu'André Médard, qui est toujours sculpteur, il a 82 ans, et puis il a toujours eu cette assurance. Et
au domaine Médard-Bourgault, on fait des visites avant la COVID. Là, chaque année, il y avait des activités pour visiter la maison, visiter le domaine, montrer les sculptures. Et le Musée des Anciens Canadiens, qui est juste à côté, et le Musée de la mémoire vivante dans la même municipalité. À Saint-Jean-Port-Joli, avec 3000 habitants, il y a 3 musées, 5 galeries d'art et autres. Il y a beaucoup de métiers d'art qui se sont joints à ça. Donc, Médard Bourgault, le maître sculpteur à l'origine de ce mouvement, et toute la popularité qu'il y a eu sur la sculpture sur bois a emmené donc bien des pratiquants de divers métiers d'art. Alors, la préoccupation ici, là, dans le désir de sauvegarder le domaine Médard-Bourgault et de le mettre en valeur, c'est que là, comme on ne peut plus l'assurer, imaginez-vous donc, toutes les activités tombent à l'eau, là, de même que la sécurité même d'André Médard qui n'a plus d'assurance pour demeurer dans sa maison. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Blanchette. C'était très intéressant. Je passerai maintenant la parole à M. Michel Bertrand, président de la Cité d'histoire du Cap Santé. La seule chose, je ne sais pas si M. Bertrand est présent. Oui, oui, bonjour. Je m'excuse, j'ai adressé une question à Mme Nadeau tantôt, puis il y a eu un petit problème technique de 1 minute. J'ai manqué sa réponse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai réussi à revenir. Alors, merci pour ce temps. En fait, un petit témoignage dont je suis président de la Société d'histoire du Cap Santé. À Cap Santé, il y a un riche patrimoine bâti, autant sur le Vieux Chemin, une des plus belles rues du Canada reconnue par Globe and Mail en 1984, que dans les rangs. Et alors, la ville a adopté un plan d'intégration architecturale il y a des années pour protéger ces bâtiments-là sur la grandeur du territoire. Alors, il y a une de nos voisines qui, malheureusement, ne pouvait pas être sur place, qui est une maison ancestrale des années début 1800, tenait à faire un petit témoignage merci que je puisse vous le partager. C'est Mme Nathalie Trudel du rang Saint-Joseph à Cap-Santé. Alors, je vous lis son témoignage rapidement. Alors, difficulté à assurer une maison ancienne, un cas vécu. Depuis que j'habite avec mon conjoint, c'est toujours avec moi qui s'occupe de magasiner des assurances de maison et d'automobile. J'étais loin de me douter que cette tâche ennuyante mais nécessaire, incontournable, allait devenir une quête épique pour notre maison ancestrale. Quand nous avons acheté une maison de campagne à Cap-Santé en août 2019, j'ai appelé les 3-4 grandes compagnies d'assurance majeures que je contacte normalement là, quand je magasine une protection pour notre maison à Neuchâtel. Tout allait bien jusqu'à ce que je mentionne l'année de la construction, 1860. Comme Mme Nadeau disait tantôt, là, la date, c'est comme on embarque dans un monde de fous là, avant telle date. Alors, on se perdait alors en excuses. Nous n'assurons pas, nous n'assurons pas ce genre de produit. Nous n'avons pas de comparable pour évaluer la reconstruction de votre bâtiment. Nous ne pouvons pas assurer les bâtiments secondaires qui se trouvent sur la propriété, entre autres un hangar, une grange étable de 90 pieds, une chaude à bois, et tous ces bâtiments-là sont quand même en ordre. Là. Donc, un des assureurs nous a refusé sous prétexte que le grenier était isolé avec de la laine minérale. Alors, il aurait préféré de la cellulose moins risqué supposément pour les incendies. Quand j'ai argumenté que 80% des maisons du Québec sont isolées avec de la laine minérale, on m'a répondu que ce n'est pas dans leurs critères d'admissibilité. Alors, découragés par les réponses négatives, nous nous sommes tournés vers un courtier qui n'a pas réussi à trouver la perle rare. À quelques jours de passer chez le notaire, on a dû conserver la compagnie de l'ancien propriétaire, en fait, je ne sais pas si je peux nommer la compagnie, Optima Agricole, qui assurait la maison à ce moment-là, du temps des anciens propriétaires depuis 2013. Comme nous étions de nouveaux clients, la prime, ils ont assuré, mais la prime est passée de 2300 à 4600. Bien que nous ayons fourni multiples photos, nos rapports d'inspection pré-achat d'une firme reconnue, nous avons dû débourser 500 $ supplémentaires pour une inspection exigée par la compagnie d'assurance, inspection qui s'est avérée beaucoup plus superficielle que l'original. L'été suivant, bien décidé à trouver un assureur moins onéreux, je me remets à la chasse à l'assureur sensible au patrimoine. Pas sensible au sens de frileux, mais sensible dans le sens de concerné, soucieux de la préservation. Car c'est bien ça dont il s'agit. Comment préserver notre patrimoine s'il est impossible d'en devenir propriétaire assuré? Je recontacte donc quelques compagnies reconnues. Surprise, une agente de la compagnie qui nous avait déjà refusé l'été précédent à cause de la laine minérale au grenier, nous propose soudainement un prix équivalent au tiers de notre prime actuelle. La laine du grenier ne semble plus un obstacle. Et c'est avec un empressement que nous signons le contrat, transférant du même coup, sous ce parapluie, notre bungalow en ville et nos véhicules.
l'Association des propriétaires de maisons anciennes, l'ACMAT, était autrefois affiliée, je crois, avec un assureur spécialisé en maisons ancestrales, Equitas. Malheureusement, ce programme spécialisé s'est éteint au printemps 2019, en même temps que l'espoir de plusieurs propriétaires. Héritage comprenait qu'une toiture de tôle de 1976 était bien plus sûre qu'une toiture de bardeau d'asphalte de 2000. Il comprenait que des fenêtres d'origine en bois bien entretenues valent mieux que des fenêtres d'aluminium des années 1180. Alors, c'est le témoignage que Mme Nathalie Trudel et Dave Bélanger, mes voisins, m'ont partagé de leur expérience dont ils se souviennent. Et plus personnellement, moi aussi, j'ai une maison des années 1825, tout un ensemble agricole ancestral à Cap-Santé dans le Rang-Saint-Joseph. Alors, moi mon questionnement, étant donné que j'ai beaucoup de machinerie, je suis un exploitant agricole, forestier, tout ça, puis bon, la compagnie d'assurance, disons qu'elle est contente de m'avoir comme client, je pense, là, parce que j'ai beaucoup de biens, de machinerie, des choses comme ça. Fait que quand était venu le temps d'acheter de la ferme, où est-ce qu'il y a la maison, l'ensemble agricole ancestral, on n'a pas eu trop de problèmes malgré tout parce que justement, ils ne voulaient pas perdre tout le reste. Là, tu sais. Donc, on voit qu'il y a de l'arbitraire dans ça, puis il y a la négociation à faire, puis à faire comme Mme Noémie Nadeau disait tantôt, là, je pense qu'il faut négocier, il faut mettre en confiance les gens, puis dans mon cas personnel, très personnel, là, ben, c'est ça, je dis, garde, moi, là, tout ce que j'assure chez vous, je peux le déménager ailleurs aussi. Donc, il y a comme une forme de négociation aussi qui a fait que moi, ça m'a aidé. Et une chose que j'ai vécue il y a 2 ans, parce que ça fait quand même genre 20 ans que je suis assuré avec la même compagnie, et on négocie. Il faut renégocier, même si on est fidèle, il faut continuer de négocier. Et il y a 2 ans, tout d'un coup, un nouveau courtier m'appelle. Bonjour, M. Bertrand, docteur, j'étais justement à la ferme. Je prends votre dossier en main maintenant et bon, je voudrais mettre votre dossier à jour. Vous ne me connaissez pas, je suis maintenant votre représentant courtier pour cette compagnie-là. OK. Alors, il me pose plein de questions. Puis là, je me dis aussi qu'il s'en va avec ça. Là, ils ont toutes ces informations-là. C'est comme si je me sentais embarqué dans une espèce de. Ils cherchent des failles à quelque part là, pour augmenter ma prime ou dire tu ne peux plus t'assurer, je ne sais pas quoi. En tout cas, j'ai dû avec ce monsieur-là négocier aussi, puis le rassurer beaucoup. Et je me suis rendu compte d'une affaire. À un moment donné, bon, on parlait, moi, c'est une maison de 1800, mais en arrière, il y a une cuisine d'été, il y a une adaptantique, une cuisine d'été. Et quand je lui dis, bon, on parlait des poêles, bon, on va dans l'autre, là, il y a un poêle officiel, là, sécuritaire, fait par Poêle et Foyer Portneuf, là, qui sont des spécialistes en poêle, c'est dans les normes, inquiétez-vous pas, contactez-les, puis tout. Et là, je parle du poêle dans la cuisine d'été. Quand j'ai dit le mot cuisine d'été, il dit, c'est quoi, ça, une cuisine d'été? Alors, imaginez, vous faites affaire avec un courtier d'assurance qui ne sait pas de quoi il parle quand on parle de notion de patrimoine, tu sais, quelque chose comme une cuisine d'été. Qui a une maison ancestrale, qui ne connaît pas une cuisine d'été, c'est quoi? Alors là, il essayait de me rassurer pour me dire, non, monsieur, je connais ça, là, je viens de la base d'un village, puis je viens de la campagne, puis je connais ça. Mais là, ça m'a laissé songeur, puis m'a dit la question, si quelqu'un connaît aussi peu le patrimoine bâti dans des éléments, comment il fait pour juger du risque, puis de la valeur, puis de ci, puis de ça? Donc, ça aussi, c'est une question que j'amène, que je suis content d'amener aujourd'hui parce que ça m'a amené à la question suivante. Compagnie d'assurance qui assure de l'industriel, puis du commercial, ou des hôpitaux, les autres, ils ont des personnes spécialisées là-dedans. Dans le commerce, dans l'industrie, quand on tombe dans la maison privée, est-ce que le patrimoine bâti privé, les maisons privées à patrimoine, est-ce qu'il y a les gens sont spécialisés? Est-ce que les courtiers, les compagnies d'assurance sont spécialisés pour connaître ce bien-là, ce patrimoine-là pour l'assurer? Donc, c'est ça que je veux vous partager simplement aujourd'hui, le témoignage de ma voisine qui a négocié, écoute, du simple au double parce qu'elle a négocié, puis moi aussi, je veux vous dire que c'est vrai ce que Mme Nadeau dit. Il faut avoir confiance en soi, en notre patrimoine. Il faut le négocier. Bon,
Puis je sentais que le monsieur en question voulait complètement doubler ma prime en disant, oui, mais vous savez, si votre maison brûle, vous avez un toit en tôle agrafé, puis de même. Oui, mais OK, oui, la maison est en bois aussi, puis j'ai un moulin assis. Moi, je rebâtirai, comme Mme Nadeau dit, peut-être qu'on ne bâtira pas l'original là aussi. Là. Monsieur Bertrand, c'est parce que vous c'est aviez ça. 5 minutes, vous êtes rendu à 8. Je m'excuse de devoir vous Non, mais c'est bon. arrêter. Mais Merci de je m'arrêter. parler aussi des autres. Je voudrais savoir, entre autres, c'est intéressant parce qu'on a peut-être des pistes de solutions qui sont possibles là. J'aimerais savoir, monsieur Alex Hubert, qui est co-directeur et muséologue au Centre d'histoire d'Arvida, est-ce que vous pensez que les organismes en histoire et patrimoine peuvent justement, là, comme nos membres, trouver une solution à ça? Et je vous laisse la parole. Je pense qu'on peut effectivement être des alliés. Justement, là, on peut faire ce lien-là, ce travail d'éducation-là. Pour ce qui est vraiment là, du site patrimonial d'Arvida, nous, on est chanceux pour plusieurs raisons. Là. Non seulement c'est un site patrimonial déclaré, oui, mais assez moderne. Là. On parle des maisons les plus anciennes datent de 1926. Donc, on est encore assez près de 1940. Mais c'est surtout qu'on a beaucoup d'appui au niveau de la municipalité. Quand ces articles-là, ce souci-là, finalement, de l'assurance des maisons patrimoniales est sorti, moi, j'ai contacté là, les acteurs locaux à la municipalité, l'élu local aussi qui est responsable du site patrimonial. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a de plus en plus, en tout cas surtout depuis 2018, des agents d'assurance qui contactent la ville de Saguenay parce qu'ils ont à la ville de Saguenay des gens qui sont dédiés au site patrimonial. Il y a quelqu'un à la ville qui est urbaniste, qui est architecte et qui a aussi été béniste dans ses temps libres. Puis il reçoit de plus en plus d'appels, justement, d'agents de compagnies d'assurance qui disent, bon, on n'est pas trop au courant, on est un peu frileux comment ça fonctionne. Puis il va prendre le temps de leur expliquer, de leur envoyer la documentation. Donc là-dessus, on est plutôt chanceux. Là. Si je reviens rapidement, une petite mise en contexte sur le site patrimonial d'Arvida, on parle d'environ 700 maisons, 88 modèles différents qui sont construits entre 1926 puis 1948. Puis moi, je peux témoigner, là, non seulement comme un acteur, mais aussi comme un nouveau propriétaire depuis pas très longtemps, d'une maison, justement, d'un jumelé construit en 1941. J'ai fait un premier appel à ma compagnie d'assurance avec qui je faisais appel depuis bien longtemps. Puis, ils m'ont quand même donné une soumission assez élevée. Ils me posaient des questions sur la maison en 41, ça doit être isolé en brin de scie, puis ils s'attendaient à avoir. Je voyais qu'il y avait un décalage, très certainement. Puis j'ai appelé une autre compagnie d'assurance, puis je suis tombé sur un agent d'assurance qui vit dans le site patrimonial. Ça a pris 5 minutes, puis il m'a fait une soumission qui était deux fois moins élevée que l'autre, puis j'avais une bien meilleure assurance, une couverture complète. J'avais 2 fois et demi la valeur que j'ai payé la maison en reconstruction. Donc, on pourrait carrément la reconstruire pratiquement l'identique comme en 1941. Puis, je mets l'accent là-dessus, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de la négociation. Il faut malheureusement aussi faire un travail d'éducation. Puis parfois pas se gêner non plus pour aller voir ailleurs, savoir qui est ce courtier. Je regarderai là, pour avoir son nom exact, mais je peux mettre la référence un petit peu à la compagnie d'assurance. Puis il m'a certifié, à la fin de la discussion qu'on a eue ensemble, il m'a certifié justement qu'il y a dans le quartier, la rue où j'habite, c'est leur compagnie qui ont presque tous les contrats d'assurance, justement, parce qu'ils sont au moins 2 fois moins chers que la concurrence, parce qu'ils ont des agents qui vivent là. Puis quand ils ont des questions, ils appellent la municipalité, puis la municipalité peut leur répondre. S'ils ne peuvent pas, ils leur réfèrent directement au ministère de la Culture dans la gestion du patrimoine. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer, je dirais, des réseaux comme ça, puis de cultiver finalement le bon réflexe. Plutôt de refuser d'avoir des cotisations, mais peut-être justement mettre en action le réseau local, les acteurs du patrimoine, la municipalité aussi, s'ils peuvent intervenir, s'ils peuvent faire ce travail d'éducation-là. Parce que souvent, quand les gens ils savent, ils s'en rendent bien compte. Puis il y a des études en plus qui sont sorties qui démontrent que les bâtiments anciens, évidemment, là, il n'y a pas nécessairement plus de risques associés à l'assurance, même parfois moins, souvent moins. Mais il reste quand même des exceptions dans le site patrimonial. Là. Il y a quelques toitures de maisons qui seraient impossibles à reproduire aujourd'hui parce que la compagnie Alcan, à l'époque, avait fabriqué sur mesure les outils industriels pour les fabriquer, puis ces outils ont été perdus ou détruits. Donc, ces cas spécifiques-là, évidemment, sont plus complexes au niveau des assurances. Mais de manière générale, Arvida, depuis justement la déclaration du site patrimonial en 2018, ça se passe de mieux en mieux.
Les compagnies d'assurance sont de plus en plus au courant, là, probablement justement la déclaration du site patrimonial par le gouvernement du Québec, la reconnaissance par le gouvernement fédéral aussi, ça nous a aidé beaucoup. On a un élu local aussi qui est très, très sensible aux questions du patrimoine. Là. Ça aussi, ça nous aide. La municipalité est assez proactive aussi là-dessus, fait ce travail d'éducation-là constamment. Puis nous, au Centre d'histoire, on le fait aussi là, à l'échelle plus communautaire, mais encore aujourd'hui, on a des gens qui nous approchent, puis « Ah ouais, comment ça fonctionne? » Même quand je suis passé à la notaire, elle nous l'a dit, elle dit la plupart des propriétaires, des plus jeunes propriétaires, elle dit « Je leur apprends quand ils arrivent pour se passer chez le notaire qui sont dans un site patrimonial. » Puis les 2 agents d'immeuble qu'on a consultés quand on a visité la maison, je leur apprenais aussi, puis même pire, ils se sont ostinés avec moi. Parce que le certificat de localisation datait de 2014, mais la déclaration, elle, datait de 2018. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis je les ai aussi rassurés, même ces agents d'immeubles-là qui me disaient « Ah ben là, c'est sûr, hein, ça va coûter cher, j'espère que vous n'êtes pas effrayés. » Je disais « Inquiétez-vous pas, je la visite justement parce qu'elle est dans le site patrimonial, cette maison-là. » Donc, essayez de faire valoir la plus-value finalement de ces maisons-là. C'est un travail à faire, pas juste aux courtiers d'assurance, mais aussi aux agents d'immeubles. Mais comme je dis, en tout cas, à Arvida, on est assez chanceux. Évidemment, pour ce qui est à l'extérieur du site, là, s'il me reste quelques minutes, pour ce qui est à l'extérieur du site patrimonial, là, il y a des maisons sur Saint-Jean qui datent là, du milieu du 19e siècle jusqu'à la toute fin. Parfois même quelques exemples un petit peu plus anciens que ça. Là, à ce moment-là, ça devient là, effectivement du cas par cas, puis ça devient assez complexe de ce que j'en sais. Quand on tombe sur un bon courtier, il n'y a pas trop de problème, on peut avoir quelque chose de relativement décent. Mais les maisons les plus anciennes, on se trouve à avoir finalement aussi beaucoup de difficultés à assurer. J'ai tenté un petit peu le terrain aussi pour savoir les organisations. Notre musée, on est dans l'église Sainte-Thérèse d'Arvida qui date de 1928. Pour l'instant, ça ne semble pas trop être problématique. Là, comme nous, la fabrique est toujours propriétaire de l'église, ils sont assurés depuis passablement longtemps. Donc, tout ça, ça va quand même bien. Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de réponses aussi là, des autres institutions qui sont dans des bâtiments plus anciens. Ça ne semble pas là, être une problématique vraiment évidente pour eux. Mais ça reste quand même, là, comme je le mentionne, je pense que la clé, c'est la collaboration, puis faire beaucoup un travail d'éducation aussi. Une fois que les gens vont comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qu'on cherche à assurer, ça devient là, généralement beaucoup plus facile de s'entendre. Donc, c'est pas vraiment une solution le fun, mais il faut négocier, puis il faut éduquer les gens. Puis pour ça, n'hésitez vraiment pas à mobiliser justement les sociétés historiques. Si vous avez des musées, des organismes justement culturels communautaires qui sont au courant, sont occupés, mais ça va leur faire plaisir vraiment de collaborer avec vous et de vous aider, ça c'est certain. Je vous remercie beaucoup, M. Hubert. C'est intéressant, vous nous donnez un peu d'espoir avec le fait que vous avez réussi à trouver des courtiers. Tout le monde veut les avoir en passant dans votre courtier qui donne un bon prix. Mais ce qui est intéressant aussi, que ça touche à notre mission à la Fédération d'Histoire Québec, c'est une mission d'éducation populaire, de représentation auprès des pouvoirs publics. Vous parliez d'être près des pouvoirs publics, de parler aux conseils municipaux. On a justement une administratrice de la Ville de Québec qui nous disait qu'elle est là pour écouter les gens, pour justement pouvoir dire aux responsables à la Ville de Québec ce que c'est que les besoins. Fait que je pense qu'on touche à des choses qui sont assez intéressantes et importantes pour tout le monde. Je passerai maintenant la parole à M. Jacques Archambault, qui est directeur de Héritage canadien du Québec et qui est partenaire avec nous sur la table de concertation des organismes en patrimoine bâti. Est-ce que M. Archambault, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. À vous la parole, vous avez 5 minutes. 5 minutes, OK. Ça ne sera pas aussi long, j'espère. Alors, voici l'Héritage canadien du Québec, qui est un organisme à but non lucratif et non gouvernemental, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ce n'est pas des agences gouvernementales, là, et on ne survit que grâce à des dons et nos revenus de la location de nos maisons patrimoniales. L'Héritage s'occupe de la préservation de bâtiments depuis 1956, 65 ans déjà. Nos difficultés avec nos assureurs ont commencé en 2019, le 24 décembre. Comme disait Clément Leca tantôt, le 24 décembre, nous, on a eu une nouvelle comme quoi l'assureur ne revenait pas le 31 décembre à minuit. Alors, je ne sais pas si vous savez, pour les fêtes, c'est une très mauvaise surprise. Il a fallu se démener avec notre courtier. Ça a pris en fait 2 mois pour trouver un nouvel assureur. À ce moment-là, on avait 15 propriétés, 35 bâtiments assurés au travers du Québec. Ça nous coûtait 45 000 $.
Et là, on a fait des démarches auprès de l'APMAC, de la Fiducie nationale du Canada et de d'autres organismes. Et puis, pour finalement avoir avec notre courtier, des propositions à 110 000 2 fois et demi la valeur. Et grâce à finalement certains efforts du courtier, BFL Canada, on a pu renouveler pour 72-75 000 Alors, c'est quand même 25 000 27 000 de plus pour les mêmes bâtiments. En passant, il y avait une firme d'assureur qui est située à Toronto, Ecclesiastical, qui est habituée dans l'assurance depuis longtemps de bâtiments religieux et autres, qui faisait affaire un peu au Québec. Quand on leur a demandé s'ils pouvaient nous assurer, ils ont dit non, parce qu'au Québec, on n'a pas de documents français. Nous, on n'a pas de problème avec les documents anglais. Là. Et ensuite, il y a des tremblements de terre au Québec à cause de la faille Logan. Et puis, il y a donc des risques supplémentaires et aussi nos bâtiments, plusieurs sont saisonniers. Alors, ils ont refusé de nous assurer. Donc, on a, en 2020, renouvelé avec une compagnie nouvelle, Economico. Il nous a demandé, par contre, pour nous assurer, de faire la réévaluation du coût de reconstruction de nos bâtiments. Ça a pris 18 mois, ça a coûté 30 000 N'oubliez pas qu'on est au BNL non subventionné. Donc, il a fallu trouver l'argent. Et finalement, on est arrivé à début 2022, l'an passé. Nos bâtiments passaient de 5 millions de valeur à 11 millions en reconstruction. Alors, vous imaginez que la prime suivait aussi en termes d'augmentation. Ce qui nous avait peut-être aidé, c'est qu'en cours de route, on a vendu 3 propriétés, 5 bâtiments. Mais il reste que la prime, la prime, qui est quasiment un crime, en fait, passait de 72-75 000 à 85 000 avec moins de bâtiments. La seule façon de réduire le coût, ça avait été discuté avec Mme Nadeau de l'APMAC et d'autres personnes, c'est d'augmenter le déductible de 10 000 à 25 000 par sinistre et de diminuer la couverture de l'assureur de 100 à 80 Alors, ce qu'on a fait, et ça a permis de ramener la valeur de nos assurances à 70 000 Donc, quand même encore assez élevé. Et puis, donc, depuis 2019, là, on est rendu de 45 à 70 000 avec moins de bâtiments qu'auparavant. Par contre, l'autre difficulté, c'est que l'an passé, notre assureur Economico a dit « On vous assure, mais l'an prochain, il faut que vous ayez un co-assureur. Sinon, on ne revient pas. » Donc, c'était à l'agent, au courtier de trouver un co-assureur. Et là, pour des raisons qu'on ignore, ils ont commencé à la mi-décembre à peu près à chercher quelqu'un. Et nous, les assurances se renouvellent le 3 février. Et là, on est rendu le 24 et ce n'est pas renouvelé encore. Alors, on a eu une extension, si on peut dire, d'assurance. Mais l'extension se termine vendredi prochain. Et on attend toujours des nouvelles du prospect qui se trouve être Ecclesiastical, finalement, la même firme que je vous parlais tantôt, qui semble intéressée, mais qui maintenant demande tous les documents en anglais. Alors, les évaluations des bâtiments, des propriétés, c'était environ 12 documents d'à peu près 10 à 15 pages chaque. Alors, 125, 150 pages qu'il fallait faire traduire pour qu'eux constatent l'évaluation du coût de reconstruction. Alors, finalement, ça a été fait, mais à ce jour, on n'a toujours pas une proposition en termes de montant d'assurance. Ce qui, en fait, nous amène à dire qu'on risque d'être pris à accepter des montants qu'on ne veut pas accepter vu qu'on va être un peu piégé dans la semaine prochaine. Alors, vous voyez, c'est depuis 2020, 2021, 2022, on a réussi à éviter le pire, mais en payant, en faisant des évaluations quand même coûteuses, mais ce n'est pas encore réglé. Alors, ça, c'est notre situation. Puis actuellement, on a 12 propriétés, 30-35 bâtiments au Québec. Là, je peux me permettre d'être juste un ajout rapide. Moi, où je demeure, j'ai une maison dans les Laurentides. J'avais vu que la municipalité et la MRC voulaient faire une liste d'inventaire du patrimoine. Alors, je les ai appelés pour voir comment ça fonctionnait et avoir l'information. Et ils n'ont jamais voulu me donner l'information de la liste. Et en parlant avec l'agent de la MRC,
Ben, c'est que pour éviter que les assureurs n'aillent piger sur la liste pour réduire les assurances de bâtiments dits à risque étant sur une liste du patrimoine. Donc, la municipalité a réduit l'accès à la liste pour éviter ce problème-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Excusez-moi, monsieur Archambault. Je rappelle que monsieur Archambault est directeur d'Héritage canadien du Québec, donc il n'est pas attaché à aucune municipalité en question. Les bâtisses dont il parle sont sur plusieurs municipalités au Québec. Très intéressant ce que vous nous disiez. Ça nous permet de mieux comprendre justement là, le rôle que tout le monde a par rapport à ça. Je laisserai maintenant la parole à Mme Laurence Deslauriers-Chouinard, qui est responsable de l'inventaire du patrimoine bâti à la cité Rimouskoise du patrimoine. Et juste pour dire qu'après ça, il y aura une autre personne et on ouvrira la période de questions et de commentaires. Donc, Mme Laurence Deslauriers-Chouinard, à vous la parole. Vous avez à peu près 5 minutes. Parfait. Bien, bonjour. Dans le fond, moi, ça va être un petit peu moins un cas précis que un peu une explication de qu'est-ce que notre organisme fait, puis comment on peut accompagner les propriétaires. Ça va faire un lien avec ce que M. Archambault vient de parler là, par rapport aux listes des bâtiments d'inventaire. Dans le fond, nous, à la Société Rimouskoise du patrimoine, on est un organisme à but non lucratif, mais qui est mandaté par la ville de Rimouski pour tenir à jour un inventaire du patrimoine bâti qui inclut, dans le fond, tous les bâtiments qui ont été construits avant 1955. Puis, dans le fond, cet inventaire-là, il est disponible en ligne parce qu'une de nos missions, c'est également de faire de la mise en valeur, puis des projets de diffusion de l'information là, sur l'histoire de Rimouski, puis sur son patrimoine bâti. Donc, toutes les fiches sont disponibles en ligne, puis même souvent, quand on tape une adresse à Rimouski qui est dans l'inventaire, la première chose qui sort sur Google, c'est notre fiche d'inventaire. Fait que ça crée parfois des enjeux là, au fait que avec les compagnies d'assurance, parce que c'est pas parce que le bâtiment est dans l'inventaire qu'il y a nécessairement un statut de protection. Puis, fait que c'est ça. Fait que parfois, il y a des propriétaires qui nous appellent justement, surtout au moment de vendre leur maison ou d'acquérir une nouvelle maison, à savoir si on peut mettre ces fiches-là en privé. Puis, généralement, aussi, il y a une incompréhension au niveau des compagnies d'assurance pour ce qui est des bâtiments qui sont des secteurs de PIA, puis ce que ça implique, là, contrairement à des bâtiments qui seraient classés ou cités, par exemple. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire, là, ça a commencé l'année passée à avoir plus de contacts des citoyens et citoyennes à ce sujet-là. Puis, on a commencé à rédiger des lettres là, pour sensibiliser directement les courtières en assurance. Donc, on rédigeait des lettres qui expliquaient un petit peu c'est quoi les différences entre les différents statuts de protection, puis ce que ça faisait d'être dans notre inventaire ou pas, puis des choses comme ça. Ça a commencé l'année passée, c'est ça, un petit peu à la pièce. Donc, on envoyait des lettres. On n'avait comme pas développé de méthode encore là, pour recueillir, mettons, faire des suivis auprès des compagnies d'assurance parce qu'on envoyait les lettres directement aux propriétaires. Quand on a envoyé les lettres, jusqu'à maintenant, on a eu très peu de retours de la part des propriétaires. On les invitait toujours à nous écrire si jamais, ou à nous recontacter si jamais ça ne fonctionnait pas ou si on pouvait faire autre chose. On n'a pas eu énormément de retours. Là, on est en train de mettre une méthode, vu qu'on a de plus en plus de demandes là, à ce sujet-là, on est en train de mettre une méthode en place pour faire des suivis plus précis, puis voir si effectivement ça aide les personnes à s'assurer, le fait de sensibiliser les courtiers et courtières. Puis, c'est ça, notamment avec le fait qu'avec l'adoption des inventaires, en ce moment, notre inventaire n'a pas été adopté là, par la MRC encore. Puis, on se demande là, justement si ça va changer quelque chose par rapport aux assurances, là, si on va recevoir encore plus de demandes, de difficultés, puis des choses comme ça. Donc, voilà. Je pense que je ne sais pas si ça fait 5 minutes, là, mais ça fait un petit peu le tour des petites démarches qu'on fait avec les propriétaires là, par rapport aux assurances pour l'instant. Merci beaucoup, Mme Laurence Deslauriers-Chouinard. Non, en fait, le temps compte à peu près peu. Là, si vous pensez avoir dit la majorité des choses, c'est l'essentiel. Puis c'était quand même assez intéressant. Je pense que les gens ont assez bien compris ce que vous vouliez dire.
Maintenant, je passerai la parole à M. Claude Arsenault, ancien président de la Société pour la sauvegarde de Pointe-Claire, qui va nous faire part un peu de son expérience. Merci. Et après ça, on commencera la période de questions et de commentaires. Merci, M. Vallée. Oui, j'ai acheté le vieux presbytère de l'île du Port en 2019, bâtiment considéré par l'étude patrimoniale bâtie de la MRC et du ministère de la Culture comme exceptionnel. Donc, Second Empire 1834, mais Second Empire 1883 avec transformation du deuxième étage et tout. Donc, j'ai discuté avec mes assureurs concernant cette acquisition-là pour son assurance. Et effectivement, on m'a répondu que normalement, ils n'assurent pas de maison ancienne, même si elle n'était pas classée ou citée. Sauf qu'étant donné, comme M. Michel Bertrand, j'ai d'autres assurances avec ce même compagnie-là. Et ils m'ont fait comme une faveur de m'assurer, parce que sinon, j'aurais retiré toutes mes assurances chez eux. Sauf que, bon, la toiture n'est pas assurée vu que c'est une toiture de 1883. Donc, tout ce qui est problème, ce n'est pas couvert par la toiture. Et donc, non plus le sous-sol. Donc, ça fait en sorte qu'il a fallu négocier quand même serré et j'ai pu être assuré. Mais présentement, peut-être que la municipalité de l'île-du-Port voudrait citer l'église qui est juste à côté, effectivement, du presbytère pour faire une citation peut-être des deux bâtiments, sauf que moi, à prime abord, je ne suis pas intéressé étant donné la problématique avec les assurances, mais pour conserver, avoir une meilleure assurance, entre guillemets, pour préserver ce bâtiment-là, il faudrait avoir une citation. Donc, après mon départ, bon, c'est ma fille qui va reprendre ça, mais on ne sait jamais. Donc, moi, quand je faisais les travaux de restauration sur le bâtiment, il y a des gens qui arrêtaient et qui me serraient la main, tout ému, de voir, entre guillemets, un jeune, là, restaurer le bâtiment. Ça les rassurait parce que le bâtiment aurait pu être tout aussi bien démoli pour reconstruire Monster House ou deux bâtiments sur le même lot. Donc, c'est pas évident. Je suis comme en sursis présentement, au bon vouloir des assureurs, s'ils veulent me faire une faveur ou pas, mais pour protéger ce bâtiment-là. Moi, je le protège en le restaurant puis en le conservant et tout, mais pour son avenir ultérieur, ce n'est pas garanti. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres au Québec, parce que bon, j'étais en sauvegarde du patrimoine, puis je l'ai vu, cette problématique-là. Oui, c'est très important de pouvoir s'assurer d'avoir une couverture d'assureur pour ces bâtiments-là, très important. Donc, bravo pour le travail que fait l'APMAC et que la Fédération Société d'Histoire embarque. C'est très important le travail qui se fait. Puis, ça fait 22 ans que je suis avec l'APMAC, puis ça fait 22 ans qu'on en parle, mais on a toujours espoir que ça aboutisse, mais c'est important ce travail-là. C'était ce témoignage-là que je voulais passer, M. Vallée. Merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur. On va passer maintenant, c'était très intéressant votre témoignage. On va passer maintenant aux questions, commentaires. S'il y a des gens qui veulent aussi parler un peu de leur cas particulier, il n'y a aucun problème. Je vous demanderai juste d'être le plus bref possible pour laisser le plus de parole aux gens qui veulent parler. Je vais vous dire tout de suite, pour l'instant, j'ai 4 personnes qui veulent parler. J'ai M. Robert Bergeron, j'ai Mme Rose-Lise Lamontagne, qui n'est peut-être pas le bon nom. J'ai Mme Nathalie Bélanger et j'ai M. Larrain. S'il y a d'autres personnes, vous avez qu'à le baisser. Oups. Oui, excusez, j'ai oublié quelqu'un, je crois. Oui, Olivier avait levé la main en M. premier. Leclerc. Je m'excuse, c'est sur le premier sur ma liste, puis j'ai enlevé quelqu'un, c'est pour ça. Donc, j'ai M. Leclerc pour commencer, M. Bergeron ensuite, Mme Rose-Lise Lamontagne, Mme Nathalie Bélanger, M. Larrain, et ensuite, j'ai Mme Marcotte, Suzanne Marcotte, et après ça, ben, on continuera.
Bonjour, alors Olivier Leclerc, je suis propriétaire de 2 monuments historiques classés à Carignan, la maison Saint-Hubert et la maison Louis Degnaud, qui ont respectivement 1745 et 1790. La maison Saint-Hubert est habitée par ma mère depuis 1971 et puis à un moment où on se parle, ça coûte 16 000 d'assurance par année avec un agglomérat de 4 assureurs qui ont bien voulu partager le risque. Et ça n'inclut pas tous les meubles anciens qu'il y a à l'extérieur et tous les bâtiments accessoires non plus, qui sont le coût d'une assurance à part. Fait que là, moi, ce que j'ai entendu dans beaucoup de tous les gens qui ont participé à la discussion présentement, c'est qu'il faut éduquer. L'éducation de tous les assureurs, certes, mais il y a aussi le ministère de la Culture à éduquer jusqu'à un certain point qui, dans notre cas particulièrement, parce qu'on a des monuments classés, fait en sorte qu'on n'a plus les aides qu'on avait jadis, dont les crédits de taxes municipales scolaires qui ont été enlevés. Les assureurs, à ma compréhension, dans nos dossiers qui ont été très étayés et très documentés, c'est vraiment aussi concernant toute la lourdeur administrative que représente la possession d'un monument classé. Lorsqu'arrive une demande de restauration, pour arriver un sinistre, ce qui arrive à la reconstruction, est-ce que le ministère exige aussi comme matériaux, ça a été évoqué un peu plus tôt. Nous, quand des assureurs, on est face à ce problème-là, ça fait maintenant 3 ans que ma mère paye 16 000 $ d'assurance par année à 83 ans. Là, je vous dirais que ce n'est pas facile. On a eu une lettre du ministère qui nous a dit, les assureurs ont dit, si le ministère peut vous nous transmettre une lettre disant qu'ils n'exigeront pas les matériaux tels qu'à l'origine, on va pouvoir vous assurer un coût moindre. Le ministère a refusé de faire cette modification-là dans notre cas. Fait que, c'est plein d'éducation, mais il n'y a pas juste les assureurs. Il y a aussi, quand on veut mettre en valeur, à mon sens, il faut qu'il y ait des outils pour attirer la population à vouloir être propriétaire de monuments historiques parce qu'ultimement, tout ça, c'est tout relié à un coût en argent, autant pour les assureurs que pour ceux qui le possèdent. S'il y a des avantages à posséder un monument ancien, classé ou pas, que ce soit par la municipalité, par un soutien de crédit de taxe, justement, plus de gens vont vouloir être propriétaires d'un bâtiment ancien, donc la mise en valeur va être valorisée par le fait même. Ou là, présentement, si la maison de ma mère se met en vente, comme on a été mentionné un peu plus tôt, personne ne va pouvoir l'assurer, donc tu ne peux pas la vendre. Et si pour une raison X, l'année prochaine, lors du renouvellement, il y a un des assureurs qui décide de se désister, puis que ça fait boule de neige, puis que les 3 assureurs se désistent, on ne se retrouve pas d'assurance avec une caisse qui pourrait rappeler le prêt. Donc, si on n'est pas capable d'avoir d'assurance, on ne peut pas retrouver d'hypothèque. C'est épouvantable ce que c'est comme fardeau d'avoir à gérer ça. Fait que j'ai quand même bien écouté chacun des interlocuteurs, mais je n'ai pas bien saisi les pistes de solutions qui pouvaient être apportées, autre qu'on est tous conscients de ce à quoi on fait face, et qu'on veut éduquer les assureurs. Mais les assureurs, eux, ce qu'ils ont peur, c'est de combien ça va coûter s'il y a un sinistre. On a parlé aussi de cercles anciens et tout ça, mais c'est pas pire un cercle de monuments historiques où il y a plusieurs maisons recueillies que si étant promoteur immobilier, avoir fait un développement immobilier avec un PIA. Un PIA, c'est juste qu'il faut respecter certaines normes. Donc, si les monuments anciens pouvaient être gérés plus d'une façon moins contraignante, mais tout en étant supportés, je pense que ça pourrait arriver à quelque chose de bien. Mais encore là, ça revient à qui d'éduquer les municipalités, à éduquer les assurances. C'est quand même tout un travail. Puis je sais que les amis des monuments anciens font un travail vraiment important à ce sujet-là, mais qui, à un moment donné, va comprendre qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, ma mère, là, 16 000 $ par année, ça n'a aucun bon sens. Là. Puis c'est vraiment, dans notre cas, je le répète, relié au fait que c'est un monument classé. Et le pire dans tout ça, c'est que la maison Saint-Hubert a été déménagée de Saint-Hubert à Carignan et, dans les faits, a été reconstruite en toutes pièces en 1962. Fait que c'est même pas une vraie vieille maison, entre guillemets, selon à qui on parle, bien sûr. Fait merci beaucoup. Bon point, je vous dirais. Merci beaucoup, M. Leclerc. C'est quand même très intéressant de voir ça. Puis, c'est effectivement 16 000 $ pour votre mère, c'est énorme. Pour vous dire qui doit faire l'éducation, la Fédération Histoire Québec, l'APMAC, on essaie de faire, tous les membres de la Fédération en général essaient de faire l'éducation des
nos élus municipaux. Je voulais vous dire aussi qu'il y a deux villes minimalement qui sont représentées actuellement. Enfin, il y en a une qui vient de partir de la ville de Longueuil. Il y a aussi la ville de Québec qui est présente. Je pense que les gens commencent justement dans les municipalités à s'intéresser à ce problème-là puis voir ce qu'il y en est. Mais oui, il y a de l'éducation à faire, c'est évident, mais nous autres aussi. Et il y a aussi, on me dit aussi que la ville de Laval aussi est présente. Donc, vous voyez, il y a des gens qui s'intéressent pour les municipalités, ça va changer. Puis le temps que ça prend, présentement, dans notre cas, ça va avoir coûté 52 000 pour que l'éducation se fasse. C'est fou, là. C'est fou. C'est certain que c'est énorme pour ces choses-là. Je peux vous dire aussi que les deux unions municipales sont présentes à la table des partenaires du ministère où on discute aussi des assurances, moins que des inventaires, mais comment on en discute. Et ils sont à même de voir qu'il y a des problèmes qui sont là, puis ils essayent de faire des efforts, mais on en reparlera plus tard. Merci beaucoup, M. Leclerc. Je laisserai la parole maintenant à M. Robert Bergeron, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je dois vous dire que je suis membre du comité des assurances de l'APMAC depuis sa création, là, depuis très longtemps, puis je m'intéresse au dossier depuis très longtemps. Moi, on parle de solutions, là. Je suis convaincu, avec toutes les années de pratique que j'ai dans le dossier, si on veut, que la solution, c'est une mutuelle. Une mutuelle qui regrouperait toutes les personnes qui ont des problèmes d'assurance avec les maisons anciennes. Il y a quelque chose au gouvernement qui s'appelle l'Autorité des marchés financiers. Et ils ont un secteur assurance. Il y a plein d'experts là qui pourraient monter le programme de la mutuelle. Et puis, comme c'est un problème beaucoup qui implique le ministère de la Culture et des Communications, une mutuelle, c'est risqué peut-être un peu au début parce qu'il y a le fonds qui provient des primes d'assurance des mutualistes, ben, il est faible. Mais ça serait simple pour le ministère de backer, si vous comprenez l'expression, pour un certain nombre d'années pour à ramener du capital. Et là, on aurait une compagnie, la mutuelle, où il y aurait quelques experts qui pourraient faire les évaluations de maison. Parce que le principe en assurance, le principe théorique, c'est que la compagnie d'assurance vous redonne ce que vous aviez. Si vous aviez une maison avec des belles boiseries, en principe, ils vous les redonnent. Mais maintenant, si vous ne voulez pas les refaire, bien là, c'est là que l'évaluation du coût de reconstruction demande. Alors, tous ces problèmes-là qu'on discute, toute l'information qu'il faut faire aux courtiers, aux compagnies d'assurance, ben, on n'aurait pas besoin, on la ferait, mais une fois pour toutes avec la mutuelle des compagnies d'assurance. N'oubliez pas ça. L'Autorité des marchés financiers, ils ont des experts en assurance, ils ont des experts en évaluation. Ils donnent les manuels que les étudiants en assurance prennent, ça vient de l'Autorité des marchés financiers. De même que pour les experts en évaluation, puis les experts en sinistre. Alors, j'en parle souvent dans notre groupe d'assurance de l'APMAC. Je n'ai pas encore eu toute l'écoute que je souhaiterais. On a contacté à un moment donné l'Autorité des marchés financiers, mais ils n'ont pas voulu embarquer dans le dossier, là. Mais si on faisait un peu de pression avec le ministère de la Culture et des Communications, ça devrait marcher. Puis pour moi, là, je vous le dis, ça fait 35 ans que je m'intéresse au problème des assurances. Puis je pense que c'est la solution. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup, M. Bergeron. S'il y en a un qui connaît les assurances avec les maisons anciennes, c'est bien vous, puisque vous travaillez dessus depuis longtemps. Je laisserai maintenant la parole à Mme Rose-Lise Lamontagne. Madame Lamontagne, votre micro n'est pas ouvert. Je suis le conjoint de Rose-Lise. Mon nom est Jean-Marie Doré. Alors, l'intervention que je voulais faire, c'est une intervention au sujet du côté politique de ce dossier-là, parce que ça me paraît un dossier éminemment politique. Et je voudrais avoir peut-être des compléments d'intervention ou d'information de la part des personnes qui sont de la MAC, entre autres. Là. Je voudrais savoir, combien de maisons anciennes au Québec dont on parle?
qui pourraient être touchés par un regroupement, une mutuelle, là, parce que je voudrais aborder ce sujet-là également. Deuxièmement, comment il y a eu vraiment de réclamations? Est-ce que c'est possible de faire un bilan des réclamations qui ont été faites par des gens qui sont propriétaires de maisons anciennes? Donc, ce dossier-là, comment il est monté? Troisièmement, c'est tout le côté politique, dans le sens que toutes les municipalités au Québec ont des maisons anciennes. Le gouvernement doit être touché par cette situation-là pour les propriétaires et pour le côté historique, si on veut, du Québec. On ne peut pas laisser tomber probablement des centaines de milliers de propriétaires de maisons ancestrales, là, quand on parle d'avant 1940. Ça touche énormément de monde. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait, comment on peut toucher ce dossier-là. Pour la mutuelle, parce que c'était une des interventions que je voulais faire, est-ce qu'il n'y a pas une façon de regrouper tous les propriétaires de maisons anciennes où on n'aurait pas à faire individuellement la formation des agents d'assurance? Il me semble que c'est irréaliste d'aller dans une situation comme celle-là. Et on a une mutuelle qui s'appelle Desjardins qui, partout au Québec, qui est probablement le plus grand prêteur hypothécaire. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites auprès de Desjardins pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse avec déjà des connaissances qui sont acquises? Si quelqu'un peut-être, la personne qui était intervenue avant moi, est-ce qu'elle peut nous donner de l'information là-dessus? Il me semble que c'est tellement politique. Il faut que les municipalités soient impliquées. Il faut que le gouvernement soit impliqué dans ce dossier-là. J'ai de la misère à comprendre, à saisir qu'est-ce qui fait que ce côté politique-là n'est pas avancé. En tout cas, je ne sais pas, là, je ne veux pas qualifier ça parce que nous, on est touchés depuis peu là, par la question des assurances. Là. On a un bâtiment de 1880 que moi, je restaure depuis 30 ans de mes mains. Alors, mais on a été touchés dernièrement où la compagnie, effectivement, nous a demandé des évaluations, puis suite à des évaluations, puis au fait que c'est un bâtiment ancestral, on a laissé tomber l'assureur. Ils nous ont laissé tomber complètement après qu'on ait mis des sous pour faire évaluer la maison à leur demande. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des compléments, s'il vous plaît? Merci. Je vais demander à Mme Nadeau, justement, de vous répondre, ou à M. Bergeron, qui vous compléterez l'un l'autre de la PMAC. Vas-y, Noémie. Je vais, OK, tu pourrais compléter, Robert. Donc, au niveau du nombre, je pense que votre première question, c'était le marché, en fait. Là. On parle d'à peu près 350 000 propriétés environ. Ça inclut des maisons comme des édifices commerciaux ou institutionnels, là, donc une variété de constructions. Pour ce qui est des mutuelles, pardon, on a fait des démarches déjà pour mieux comprendre ce que c'est une mutuelle puis à quel point c'est un cas qui est intéressant. Robert continue à trouver que c'est une option qui est intéressante et pas seulement lui, là, je le nomme parce qu'il va renchérir certainement. Pardon. Là, nous, on se dirigerait plutôt vers l'union réciproque qui est similaire à une mutuelle, mais qui a des différences dans l'application. Et là, je vous avoue que les spécificités, je les connais peu, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je sais qu'on serait plutôt dans l'idée d'une union réciproque. On a aussi discuté avec la Mutuelle des fabriques de Québec, donc qui assure tout ce qui est patrimoine religieux. Il y a 2 assureurs, là, il y a 2 mutuelles de patrimoine religieux. Donc, il faut vraiment que leur mandat soit spécifique. Puis nous, en fait, on regrouperait le risque de toutes les maisons anciennes si toutes les maisons anciennes souhaitaient vraiment adhérer à cette union réciproque. Donc, il y a une question d'avoir une mise de fonds importante au départ pour être capable de couvrir le risque si, par exemple, tout le monde réclamait dans la même année, il faudrait être capable de couvrir l'entièreté du risque. Fait que c'est vraiment une mise en place qui est très, très lourde et sur laquelle il faudrait absolument que le ministère, que le gouvernement s'implique. On en a parlé avec le gouvernement. Fait que là, je remonte à la question suivante, peut-être, qui est au niveau de la politique. Les municipalités sont entrées dans le débat, ils adoptent des résolutions, les MRC aussi, donc ils sont vraiment conscients du problème et ils sont allés donc porter le problème à eux, leur ministère qui n'est pas le même. Parce que le patrimoine, ce qu'on oublie souvent, puis ce que je revendique, c'est que c'est transversal. Hein? Ce n'est pas seulement le ministère de la Culture, c'est aussi le ministère des Finances à travers l'Autorité des marchés financiers notamment.
C'est aussi les municipalités, parce que c'est eux qui appliquent une partie de la loi et de la reconnaissance patrimoniale. C'est aussi le tourisme, c'est aussi l'éducation. Ça devrait vraiment être partout. Donc, ça, c'est un message qu'on porte aussi au ministère de la Culture, qu'il ne devrait pas être le seul concerné par ça et qu'ils sont probablement les mieux placés pour aller frapper à la porte des autres ministères. Je ne veux pas parler pour le ministère de la Culture. Ils font des démarches. Le ministre est informé du problème maintenant. L'ancienne ministre avant, donc les élections, des élections, ça vient ralentir le processus. Donc, ils sont au courant, ils cherchent une solution, mais eux aussi, ils ont de la difficulté parce que c'est un problème multifactoriel. Ils ont de la difficulté à saisir la solution qu'ils pourraient appliquer. L'union réciproque en est une, mais ça va arriver quand, par exemple, le cas précédent, là, je ne me souviens plus du nom, M. Leclerc, quand Madame aura payé pendant 5, 6, 10 ans encore 16 000 $. Donc, il y a l'idée de réunir tout un risque des maisons anciennes qui n'est peut-être pas la meilleure idée. L'autre option, puis c'est vraiment ce sur quoi on pousse davantage, puis vous l'avez nommé avec des assureurs comme Desjardins, comme Intact, Intact, c'est le gros joueur en assurance au Canada en ce moment. C'est celui que les plus petits regardent puis copient un peu. Donc, on pousse, entre autres, sur Intact à travers le courtier avec qui on travaille, Assureur, mais on a contacté Desjardins, on a contacté Promutuel, on essaie de tout voir, de côté un peu pour essayer d'éduquer, d'une part, mais aussi d'aller développer un programme spécifique puis d'aller développer une expertise à l'interne. Parce que ce qu'ils nous disent, entre autres chez Desjardins, mais ailleurs aussi, c'est qu'ils n'ont pas l'expertise à l'interne pour comprendre. Puis le cas de la maison, de la cuisine d'été, c'est vraiment ça, là. Ils ne savent pas. On s'est fait dire qu'un toit en tôle, c'était plus risqué qu'un toit un toit plat. Ben non, ce n'est pas la forme qui compte. Voyons, ça n'a pas de sens. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des gens qui soient formés et pour ça, on s'est aussi retourné vers la Chambre d'assurance de dommages pour vous dire à quel point on en fait des démarches. Donc, la Chambre d'assurance de dommages, eux, ils sont en charge des formations pour les professionnels en assurance. Donc là, on est allé les contacter puis on leur a dit qu'il faudrait vraiment développer une formation spécifique. Bon, pour l'instant, on n'est pas rendu à développer une formation spécifique, mais ils sont intéressés à intégrer du contenu qui viserait des exemples de maisons anciennes. Donc, on va arriver à éduquer, mais ça, c'est très long. Alors qu'à pousser un assureur à ouvrir ses règles de souscription, si c'est intact, ça pourrait avoir un effet, on pense, plus rapide. Donc, il y a différentes solutions qui se mettent en place avec différentes durées de progression peut-être pour leur mise en place. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à ma question, mais je me demande, entre autres, pour Desjardins. Là. Desjardins est prêteur. Intact ne prête pas, à ma connaissance, ce n'est pas un prêteur. Ouais. Desjardins est prêteur. Si tu es prêteur et que tu n'as pas d'assureur pour ce que tu as prêté, il me semble qu'il y a un pouvoir qui est là. Puis Desjardins, historiquement, là, ils nous en doivent une, dans le sens que c'est gros maintenant, Desjardins, ils sont partout au Québec. Tu as l'église, puis tu as Desjardins à côté. T'sais. Ça fait qu'ils ont enlevé des là, mais il n'empêche qu'il y a quand même une responsabilité qui est là. Puis je me dis, c'est tellement politique ce dossier-là. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se base de ce côté-là. Puis là, je suis content de savoir qu'il y a comme ce côté-là et le côté mutuel. Là. Mais il me semble que, en tout cas, il y a quelque chose de puissant à avoir pour le fait que si nous autres, on a des bâtiments qu'on est plus capable d'assurer, il y a un risque pour les prêteurs. Il y a comme un côté, on a une force, il y a une force monétaire également à ce dossier-là, il me semble. C'est pas juste rebâtir si c'est un incendie, c'est d'être capable de vendre les bâtiments, c'est d'être capable d'avoir un marché économique, c'est d'être capable d'attirer les gens vers le fait de garder ces bâtiments-là. Pour les villes, comme vous disiez tantôt, il y a un côté historique. Tous ces volets-là, c'est tout fait éminemment politique, là. Il faut que le gouvernement n'aurait probablement pas le choix de dire, je vais assurer pour la première année pour le temps que la mutuelle puisse être capable d'accumuler des sous ou pour appuyer Desjardins qui ferait quelque chose là-dessus. Puis moi, je pense qu'on devrait contacter, vous l'avez probablement déjà fait, le Jean-François Nadeau du Devoir, qui est quelqu'un qui défend beaucoup les bâtiments ancestraux. Il me semble qu'il y aura un beau dossier, encore là, journalistique puis politique à pousser pour être capable de faire en sorte que le monsieur la dame qui paye 16 000 $ par année, ça n'a pas de sens.
Oui, il a déjà publié plusieurs articles, Jean-François Nadeau, au sujet des assurances. Ouais. Je vous remercie beaucoup, M. Doré. Juste pour vous dire aussi, c'est pour toutes ces raisons-là aussi que la Fédération Histoire Québec avec la PMAC a écrit une lettre aux 3 ministres en question pour les inviter à se parler. Puis de faire en sorte aussi que qu'on puisse justement arriver à une solution assez rapidement. Juste pour vous mentionner, on déboule un peu par-dessus notre temps, ce n'est pas très grave, mais juste demander qu'on fasse des interventions un peu plus rapides, s'il vous plaît, parce que les gens quittent de plus en plus. Puis je sais qu'il y a 2 personnes qui voulaient parler, qui posaient des questions, qui n'ont pas pu le faire là, parce qu'ils sont partis. Donc maintenant, c'est à M. Larin. Il nous restera après ça 2 autres personnes, puis après ça, on verra. Bon, bonjour. Ne bougez pas. Bonjour. On vous écoute. Parfait, vous m'entendez? On vous entend, M. Larin. Oui, on vous entend. OK, parfait. OK, écoutez, moi, j'habite, je suis copropriétaire. En fait, c'est un manoir qui est divisé en 4 copropriétés. Et puis, justement, faire une histoire courte, en 2021, on est passé de 2 500 à près de 14 000 de frais d'assurance. Et que nous, on n'est pas considéré patrimonial aux yeux de Québec, mais par la MRC, oui, on est cité ou inventorié, là, je ne sais pas lequel des 2 termes qui serait juste, comme étant patrimonial. Sauf qu'on parlait beaucoup d'éducation au niveau des assureurs. Là, dès qu'on contacte, on a contacté une multitude d'assurances. Et j'ai l'impression que ces gens-là, justement, ils ne sont pas informés et qu'ils cochent. Dès qu'ils entendent le mot patrimonial, peu importe si c'est considéré ou pas, ils cochent, puis le montant vient de monter. C'est l'impression que j'ai eue, là. Et parmi ceux qui veulent bien nous entendre jusqu'au bout, là. Et puis, par rapport à ça, il y a eu récemment une émission, La Facture, d'où on a parlé de ce problème-là. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Gérard Baudet, je ne sais pas s'il est parmi nous, c'est un enseignant universitaire qui a une certaine spécialité dans le domaine, puis qui a amené une solution. Lui, il disait que l'assurance de base régulière de protection devrait être assumée par tout le monde, mais que le ministère donc, de la Culture devrait assurer la valeur patrimoniale, donc l'excédent. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle ici d'autres solutions comme l'union réciproque, la mutuelle, mais ça, c'est une avenue qui me semble qui a du bon sens parce que j'ai l'impression que les assureurs ne bougeront pas. Ils ont un certain monopole, puis ça ne changera pas. C'est vraiment, il faut mettre pression au ministre, à une personne, pas 3 ministères, même s'il y en a d'autres qui sont concernés. Moi, j'ai l'impression que ce serait M. Lacombe, qui, justement, dans l'émission de La Facture, semblait être au courant du dossier, mais on est en train de travailler là-dessus. J'ai comme l'impression qu'il n'était pas très, très informé, ou du moins, il ne semblait pas très prêt à avancer quoi que ce soit comme solution à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est vraiment le ministère, parce que par rapport à la ville, moi, ma ville, je dirais, se sert du fait qu'on est patrimonial. Donc, elle a installé des lutrins, des informatifs, elle a fait des circuits l'été au niveau touristique. Mais pour ce qui est de la contribution de quoi que ce soit, il n'y a absolument rien. Est-ce que les villes, est-ce que d'aller au conseil pour les informer, les sensibiliser à ça, oui, c'est sûrement une solution. Mais moi, je pense que c'est vraiment le ministre, lui, M. Lacombe, qui devrait entamer une démarche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou si vous avez eu vent de l'émission de La Facture à ce sujet-là. Je pose la question à quelqu'un qui pourrait répondre. Quelqu'un peut répondre à M. Larin? Oui, Bergeron, rapidement. Alors, tout ce que vous dites est bien intelligent. Moi, je connais aussi Baudet, puis j'avais vu sa proposition. Ça pouvait rejoindre un peu une façon de parler de la mutuelle. Rapidement, là, vous vous rappelez, il y a très longtemps, on a créé la Société d'assurance auto du Québec parce qu'on avait des problèmes d'assurance. Bon, ben là, on a des problèmes d'assurance pour les maisons. Allons-y directement avec une mutuelle supportée par le gouvernement. Lâchons les assureurs. Faites-le. Parce que si on fait la formule mixte de Baudet, ils vont faire de l'argent encore. Tandis que si on va dans une pure mutuelle, c'est sans but lucratif. C'est juste pour couvrir. Alors, c'est ça. Mais vous avez raison, il faut faire quelque chose, puis il faut aller dans des solutions pratiques. Et d'autant plus qu'on est 350 000 propriétés, là. C'est ce que Mme Nadeau disait. C'est quand même une masse de gens, là. Mais ça ne se fera pas d'un coup. Puis il ne faut pas que ça se fasse d'un coup non plus.
Je suis Mais conscient, à je chaque suis fois conscient qu'un de ça. propriétaire est assuré, ben là, il pensera à la mutuelle. Justement, est-ce que quelqu'un comme l'association LAPMAC ou quelqu'un qui a mis en phase cette... Non, on n'a pas fouillé ça. Mais puis je vous le dis là encore, l'autorité des marchés financiers, c'est gouvernemental. Ils vont nous pondre le plus beau programme gratuitement. Ça va être des fonctionnaires qui vont penser pour nous. Et puis, on va avoir quelque chose de merveilleux. Mais il faut pousser le ministre. Vous avez raison avec le ministre aussi. Le ministre, c'est un nouveau ministre. Hein? Il vient de rentrer. Puis on n'a jamais eu une pression aussi forte envers le ministère. Là, c'est rendu public, tout le monde en parle. Il va devoir faire quelque chose. Puis notre rôle, là, et à la Fédération et à la PMAC, c'est de dire au ministre qu'est-ce qu'on a fait, puis où on en est rendu, puis qu'on peut les aider à développer la meilleure police d'assurance possible à coût raisonnable. Monsieur Larrain, je pense que votre message est déjà porté par les gens de la PMAC au ministère, puisque le ministère travaille un peu sur ça aussi. Ils n'ont pas mentionné encore la Société de transport automobile du Québec, là, mais effectivement, comme dit M. Bergeron, c'est peut-être une solution qui pourrait être intéressante à avoir. Si vous voulez, je vais laisser parler Mme Suzanne Marcotte. Merci. Et après ça, j'ai deux autres personnes là, qui vont vouloir parler. Sinon, qui va se rajouter, vous levez votre main, s'il vous plaît. Madame Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Alors, Suzanne Marcotte, vice-présidente d'Histoire et Archives Laurentides et responsable du dossier du patrimoine. Alors, nous, on n'est pas propriétaire du tout d'un bâtiment patrimonial. Par contre, on est hébergé par la Ville de Saint-Jérôme à la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon, qui est un bâtiment classé par le ministère. Mon intervention, ça concerne beaucoup plus le côté politique. J'aimerais savoir si on devrait, pour accélérer le dossier, pour faire en sorte que le ministre de la Culture se presse d'agir dans le dossier, si on devrait à ce moment-là intervenir au conseil municipal pour demander à notre municipalité d'adopter une résolution, ainsi que notre MRC. Et quelqu'un suggérait aussi d'envoyer la lettre de la Fédération Soins Québec à notre député. Alors, qu'est-ce que vous est-ce qu'on peut faire une différence? Est-ce qu'on devrait finalement, tous et chacun, agir de la sorte pour faire plus de pression sur le ministre? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à Mme Marcotte? Je peux répondre. Oui, absolument. Le plus il y aura de municipalités qui adoptent des résolutions pour soutenir, le mieux ce sera. Il faut maintenir la pression. Il faut rappeler au ministre que c'est un problème qui ne se résout pas. Donc, des fois, il y a des choses qui se règlent d'elles-mêmes par le temps. Ce ne sera pas le cas là, pour l'assurance, puis ça va aller en augmentant. Bien, à mon avis, ça va aller en augmentant parce que les inventaires vont être complétés d'ici 2026 là, suite au changement à la loi sur le patrimoine culturel. Et ça va augmenter le problème. Là, parce que pour l'instant, le truc, c'est que pour l'instant, il y a les maisons à statut juridique là, sont vraiment un problème. Puis ensuite, les maisons qui sont vraiment identifiées là, dans des inventaires qui sont accessibles en ligne. Mais justement, il y a des municipalités qui choisissent de ne pas diffuser ces inventaires-là pour protéger un peu le citoyen. Mais lorsque les inventaires seront complétés et accessibles, les assureurs le font. Ils cherchent l'information à savoir si la maison est patrimoniale, mais ils ne savent pas interpréter cette information-là. Il y a un outil, je l'ai mis dans le chat d'ailleurs, il y a un outil qui a été développé par le BAC pour éduquer puis informer les professionnels en assurance, mais on pense qu'il peut consulter à date. Bon, ça a été créé au mois de juin. Donc, oui, il faut maintenir vraiment la pression, l'envoyer aux députés, adopter la résolution absolument, puis continuer aussi à dire aux gens de nous contacter parce que nous, on rapporte au ministère là, le nombre de contacts qu'on a à propos des assurances. Donc, continuer à maintenir, oui, dans le débat public, en fait. Je propose que la Fédération Histoire Québec nous ponde une résolution type que l'on pourrait suggérer aux municipalités et au MRC. Comme ça, nous aurions finalement, on utiliserait le même langage et on aurait finalement le même contenu qui proviendrait des diverses municipalités sur notre territoire.
Madame Marcotte, vous avez été entendu. On est quelques-uns du bureau ou du conseil d'administration de la fédération qui est là. Fait que oui, on va voir ce qu'on est capable de faire, puis assez rapidement. Et c'est évident que comme l'APMAC, on va amener la question à la table des partenaires, là, à la prochaine rencontre de la table des partenaires au ministère. C'est évident que ça va revenir. On n'a pas tellement le choix actuellement de le faire parce que c'est nécessaire de trouver une solution à ça. Puis peut-être dans les solutions qui ont été amenées aussi, apportées tout à l'heure, peut-être celles-là qui n'ont pas été encore entendues par le ministère pourront aussi lui être transmises. Parfait. J'imagine que l'Union des municipalités du Québec siège sur la table Les des deux, partenaires. l'UMQ puis le FMQ sont tous les deux sur la table des partenaires. Donc, ils vont entendre en même temps. Puis, je peux vous dire qu'avec 3 municipalités comme Longueuil, Québec et Laval qui étaient présentes tout à l'heure, il devrait y avoir aussi quelque chose qui va se dire à l'intérieur même de ces regroupements-là. Et j'imagine que l'UMQ et le FMQ pourraient eux autres mêmes aussi mettre de la pression sur leur propre municipalité pour qu'ils prennent partie dans le débat. Si les citoyens font pression sur les municipalités, c'est évident que les municipalités vont aussi faire des pressions sur leur ministère pour commencer, puis après ça, sur les autres ministères pour justement là, que ça se règle assez rapidement. On sera là. Merci beaucoup, Mme Marcotte. J'ai une personne, j'ai un monsieur ou Mme Lemieux dont la main baisse et lève tout le temps. Je ne sais pas si ce serait rendu au temps de monsieur ou Mme Lemieux, justement. Fait que si cette personne veut prendre la parole, qu'elle la prenne immédiatement. Sinon, je passerai là, à une autre personne. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, je suis une des 2 personnes qui a été interviewée à l'émission La Facture. Et moi, ce que je me demandais, c'est que par les temps qui courent, bien sûr, tout le monde connaît bien le dossier, là, mais je trouve que les choses ne vont pas très, très vite. Et puis, étant donné que dans mon cas, moi, j'avance en âge et je me considère comme captif parce que je ne peux pas disposer de mon bien, je ne peux pas le vendre parce qu'on a eu une vente qui devait se faire l'année passée, mais l'acheteur s'est désisté à cause des assurances qui montaient à 12 500 $ par année, plus taxes. Hein. Fait que, tout ça pour vous dire que ce que je me demande, c'est que la façon de faire, moi, je pense que la mutuelle que M. Bergeron a proposée, c'est le moyen unique. Là. On ne voit pas d'autre solution. Et puis, encore une fois, j'aimerais bien qu'on puisse mettre beaucoup plus de pression. C'est l'opinion publique qui va faire que les changements vont se faire. Il faut que l'opinion publique soit de notre côté. Et puis, c'était avec des émissions. En fait, c'est un avis que je vous donne. C'est avec des émissions comme La Facture qu'on réussit à sensibiliser l'opinion publique. Moi, depuis cette émission-là, la diffusion, c'est incroyable le nombre de commentaires que j'ai reçus de gens qui ne sont pas nécessairement concernés par le patrimoine bâti. Alors, tout ça pour vous dire que j'aimerais bien que les choses se passent au plus vite parce que là, en ce moment, on a des acheteurs potentiels, mais j'ai bien peur que ça ne marchera pas non plus parce que justement, les assureurs vont se désister. Et on a eu le même commentaire à propos de la toiture. On a fait faire la toiture en 1992. Et puis, aussitôt qu'on a dit que notre ancien acheteur, là, aussitôt qu'il a mentionné que le toit est en tôle, c'était un non catégorique. C'est des aberrations, hein? Alors, bon, je suis content parce que je trouve que la plupart des panélistes ont répondu à toutes mes questions. J'avais fait une petite liste, mais finalement, je m'aperçois que tout le monde a bien répondu. Il y avait aussi, en ce moment, on a un petit problème aussi, c'est que notre maison est classée bien culturel intérieur et extérieur. Je pense que Mme Nadeau nous a déjà dit que c'était le pire des cas, puis je pense que oui. Et puis, le ministère a envoyé comment je pourrais dire, donc, un avis l'année dernière au mois de juin, comme quoi, si les assureurs n'assuraient pas certains éléments classés à l'intérieur, que le programme d'assurance de 40 % s'appliquait du ministère de la Culture, mais ça veut dire que le 60 %, il faut qu'il soit assumé par le propriétaire.
ça aussi, c'est une autre aberration. Je me demande comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir et puis il faut que les choses aillent le plus vite possible parce que je ne sais pas, là, mais on est une gang là, qui avance en âge, peut-être pas en sagesse, mais en âge en tout cas. Et puis, on considère qu'on est pris en otage. Surtout les biens classés. On parle du patrimoine bâti en général, mais les biens classés, c'est très problématique. Il n'y a aucun assureur qui veut s'impliquer. Alors, c'est ça. C'est un petit peu un compte-rendu de mon opinion. Et je remercie encore une fois tous les panélistes qui ont répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, M. Lemieux. C'est intéressant parce que vous nous parlez de deux éléments qu'on a moins parlé, les intérieurs, effectivement, qui peuvent être problématiques, et aussi la question de vendre son bien, qui est difficile à faire après ça. Je te laisserai la parole après ça à M. Clément Leca, du Comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec. Ce qu'on constate, c'est une ignorance énorme, le peu d'expertise des assureurs qui mène à des situations aberrantes. Les maisons actuellement sont évaluées par les assureurs à partir des photos disponibles sur Google Street View. Imaginez la qualité d'évaluation qu'ils font d'une maison et ils ne viennent plus sur place. Alors, ça, c'est déjà un problème. Puis, ça crée des situations individuelles là, assez désastreuses. J'ai vu, moi, un couple de personnes âgées qui se sont fait dire que leur maison ne serait plus assurée s'ils ne changeaient pas la toiture, qui est en excellent état. De même que les fenêtres de bois qui sont exposées aux intempéries, donc pas sous un auvent de galerie. Puis par crainte, ils n'ont pas négocié et ils ont fait faire des travaux pour empirer la situation de leur maison avec une toiture de bardeaux d'asphalte puis des fenêtres en plastique. Dans ce cas-là, la négociation individuelle, ce n'est pas l'avenir. Il faut vraiment en venir à des gens qui connaissent leur dossier, puis donc une mutuelle ou un assureur qui seront spécialisés puis qui ne se fera pas de négociation à la pièce là, pour l'assurance. C'est un peu aberrant. Alors, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, M. Leca. Il me reste une seule personne qui a demandé à parler. Il reste donc M. Michel Bertrand. Et après ça, on fera la conclusion, si vous voulez bien. Oui, merci. En fait, c'est un peu une réponse au questionnement de Mme Marcotte, là, une sorte de méthodologie. Comment puis où est-ce qu'on aborde, qu'on fait avancer ce genre de dossier? Moi, j'ai été élu municipal durant 14 ans. Dans un village qui a un patrimoine bâti très riche. Et je pense que c'est les grandes associations qui doivent porter ça au niveau politique. Quand un citoyen vient, il s'adresse à son conseil municipal, ça n'a pas beaucoup de portée. Par contre, la Fédération des municipalités, c'est l'ensemble des municipalités. L'Union des municipalités du Québec, c'est l'ensemble de ces municipalités-là. L'ACMAP, c'est un regroupement de personnes concernées. La fédération, c'est un regroupement d'organismes concernés. Je pense que ce sont ce genre d'organismes-là qui doivent se concerter puis forcer au plan politique le sujet, le questionnement au point de vue de la méthodologie. Alors oui, si la Fédération des municipalités envoie un message à la Ville de Cap-Santé, à ses élus, de dire « Vous avez du patrimoine, il faut appuyer, il y a un problème, vous êtes au courant, appuyez-nous ». Alors, la démarche qu'elle ne vienne pas d'un citoyen après l'autre qui va à son village là, revendiquer ses affaires, parce que dans un village, un élu, là, nous, on est 3500 personnes, mais ce n'est pas la majorité qui a des propriétés anciennes là, du patrimoine. Là. Donc, il y a peut-être 200 à 200 résidences sur 1200 Cap-Santé. Donc, comprenez-vous, la dynamique, il faut qu'elle soit à haut niveau là, pour la pousser, pour pas que les citoyens, les petits propriétaires uniques perdent leur temps là, avec leur ville, leurs élus. C'est un peu une méthodologie là, de mon vécu là, que je sens. Puis les MRC aussi, les MRC ont des agents de développement culturel aussi qui connaissent bien l'ensemble de leur territoire. Là. Il y a moins des. Tu sais, les villes, les villages, on est 1200 à peu près et plus au Québec. C'est du monde à mobiliser, alors que les grands organismes regroupent ça. Il faut se servir des grands organismes, je pense, pour mobiliser ce genre de dossier-là qui est provincial. Là. Je vous remercie beaucoup, M. Bertrand. J'ai une personne qui s'est rajoutée à la liste, donc Mme Jeanne. Je vous laisse la parole et après ça, on fera la conclusion par contre.
Oui, je vais essayer d'être brève. Juste pour me situer, je fais partie de la table de concertation qui avait été table de concertation ministère et MRC de l'île d'Orléans qui a été mise en place pour trouver des solutions à des problèmes soulevés dans l'application du plan de conservation. Donc, à l'île, c'est sûr, toute l'île d'Orléans est un site patrimonial. On a déjà les inventaires qui existent. Il y a peut-être autour de 700 maisons. Mais tout ça pour dire, puis le dossier des assurances n'a pas été discuté comme tel à la table de concertation. Il y a déjà un autre comité qui est en place, mais je pense qu'éventuellement, ça va faire partie des dossiers à l'ordre du jour. Et ce que je me faisais comme réflexion, c'est sûr que c'est important d'avoir sensibilisé l'opinion publique aux problèmes qui sont rencontrés avec les assureurs, mais c'est sûr qu'en même temps, ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes, autant auprès des propriétaires actuels que d'éventuels propriétaires. C'est sûr que moi aussi, je pense qu'il y a des interventions politiques qui vont être nécessaires, une concertation au niveau des municipalités, tout ça. Mais en même temps, je me disais, mais on sait que ça peut s'échelonner quand même sur une assez longue période. Et je me questionnais à savoir, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour, je dirais, dans mes mots à moi, peut-être essayer d'outiller le mieux possible les propriétaires actuels quand vient le temps de négocier avec les assureurs. Parce que déjà, en tout cas à l'île, je pense que le problème, les compagnies d'assurance commencent de plus en plus là, à poser des questions, à savoir est-ce que les gens vont avoir le droit de se reconstruire? Si oui, est-ce que ça va nécessairement être une reconstruction à l'identique ou pas? Et là-dessus, il n'y a comme pas d'informations claires qui circulent. Donc, les gens souvent pensent que le ministère obligerait à reconstruire à l'identique. Mais je pense que ce serait important, et d'un, que le ministère se positionne clairement et le dise clairement, mais aussi peut-être qu'on fournisse, je ne sais pas de quelle façon, là, j'ai malheureusement pas la solution miracle, mais qu'on fournisse certains outils aux propriétaires pour mieux comprendre quand ils négocient avec la compagnie d'assurance et à la limite, même si c'est pas toujours évident, qu'ils aient des fois des arguments à donner à la compagnie d'assurance quand on parle, par exemple, un toit en tôle versus un toit en bardeau d'asphalte. Bon, en tout cas, moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui se questionnent, à savoir, est-ce que vraiment je suis bien assurée? S'il arrive un sinistre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais réaliser que j'ai pas bien compris ce pourquoi je suis assurée puis que je vais me retrouver dans le pétrin? Alors, vous voyez, il y a comme deux volets, selon moi. Le volet, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux assureurs, mais aussi l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait en attendant que quelque chose soit mis en place pour essayer d'aider les résidents qui doivent négocier au cas par cas, finalement, avec les compagnies d'assurance. Voilà. Merci beaucoup, madame. Votre question est assez intéressante. On ne pourra pas vous y répondre immédiatement, vous bien vous en douter, parce que on n'était pas rendu nécessairement là. Mais la question est posée. Je suis à peu près certain que l'APMAC, tout comme la Fédération Histoire Québec, on va se pencher sur qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement à travers nos membres, tout ça, pour faire comprendre un peu, enlever l'inquiétude que certains citoyens ont après tous ces reportages-là. Et faites-vous-en pas. C'est une façon de dire faites-vous-en pas, mais ça va continuer, j'ai l'impression, à inquiéter les gens. J'ai une question ici, puis je vais juste poser la question, puis je ferai un commentaire un peu dessus, mais on n'ira pas plus loin si vous voulez bien. Monsieur Yves Guillet demande, faut-il appauvrir ou éliminer le répertoire du patrimoine culturel du Québec dans la mesure où il est consulté par les assureurs afin d'appliquer des primes d'assurance exorbitantes? Juste vous donner l'information que si les assureurs ils font leur job comme du monde, on va s'apercevoir que le répertoire du patrimoine culturel du Québec ne vaut absolument rien pour ça, puisque des édifices qui n'ont aucune valeur patrimoniale, des édifices à condo en site patrimonial déclaré vont se ramasser dans le répertoire et eux autres, il n'y a pas de valeur pour ça. Puis si c'est ça, ça veut dire que ça va être des immeubles à 200, 300 condos qui vont finir par devenir avoir des problèmes de taxation. Ils vont parler, faites-vous-en pas. Mais le répertoire, oui, utilisé pour bloquer les gens, mais aussi il y a des failles à l'intérieur de ça. J'aimerais vous remercier. Je relis le message pour ceux qui ne le voient pas de la Fédération Histoire Québec, mais je ferai la conclusion par après. Merci de votre présence et merci à toutes les personnes qui sont intervenues.
Vous pouvez soutenir les efforts de préservation et d'éducation citoyenne en patrimoine en rejoignant l'APMAC. Vous avez l'adresse du site Internet de l'APMAC. Sinon, vous cherchez APMAC et vous allez le trouver sur Google, il n'y a pas de problème. Ou en vous rapprochant de vos sociétés d'histoire regroupées à la Fédération Histoire Québec. Et là encore, on vous donne le lien pour vous brancher sur la Fédération Histoire Québec. Madame Nadeau dit qu'elle prépare un guide à l'intention des propriétaires. Donc, vous avez déjà un début de réponse sur votre question. Merci à tout le monde de votre participation. Où on a presque doublé le temps qui était requis normalement, mais c'est une bonne chose qu'on ait fait ça de cette façon-là. Avec toutes ces informations, nous avons un portrait plus grand des difficultés que les propriétaires en bâtiments anciens ont pour assurer leurs biens. Nous espérons que le travail de sensibilisation qui s'est fait ces dernières années, mais principalement ces dernières semaines, trouvera une issue heureuse et permettra aux propriétaires d'assurer l'édifice de façon équitable. Je vous rappelle aussi l'importance qui a été mentionnée régulièrement tout à l'heure de l'éducation. L'éducation, c'est le rôle de l'APMAC, c'est le rôle de la Fédération Histoire Québec, des sociétés d'histoire, mais aussi de chacun de nous autres qui sommes touchés par ça. Donc, ne vous gênez pas d'essayer d'éduquer les gens. Éduquer les assureurs, c'est difficile, effectivement, mais ne sait-on jamais, des fois. Je vous rappelle aussi qu'il y avait des municipalités qui étaient à l'écoute de ce qui se disait ici. Je vais les rappeler parce qu'il y en a une de plus qui s'est rajoutée que je n'avais pas vue. C'est dommage. Il y avait la Ville de Québec, la Ville de Laval, la Ville de Longueuil et aussi la Ville de Montmagny, dans le Chaudière-Appalaches. Aussi, allez les voir dans leurs conseils municipaux pour leur dire que vous avez un problème avec ça, puis leur demander justement d'intervenir. On nous a parlé beaucoup de l'importance de négocier avec les assureurs, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire et qui a l'aptitude à le faire. Là. Fait que, on va essayer quand même là, mais de vous aider le plus possible. Et dites-vous que votre message est écouté. Et est-ce qu'il sera, c'est certain, et on va continuer de le relayer le plus possible. Fait que je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin d'hiver. Au revoir. Merci. 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 Merci.